Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme DC's, comment vas-tu? Très très bien, et toi, Driver? Très bien. On dit la peste ou pas? Non. C'est fini. Ouais. Ok. Parce qu'à un moment c'est revenu, je crois. Ouais. Et c'est reparti. Ouais. Ok. Ouais. Très bien. Donc DC's. Bah ici on commence par le commencement et le commencement ici c'est le moment où tu découvres le hip-hop. Donc Ok. quelle discipline et comment ça se passe? Je pense que mon premier rapport à cette musique, enfin à cette culture-là, pardon, c'est le graffiti. Ok. Donc juste en prenant le train avec ma mère, j'ai peut-être, je sais pas, 8-9 ans et je vois ça, mais je fais pas le lien encore avec Ouais. le hip-hop. Et puis j'ai de vagues souvenirs de, comme tout le monde, de HIP à choper avec Sydney sur TF1. Ok. C'était le dimanche, je crois. C'est ça. Et après, c'est surtout Rapline avec Olivier Cachin. Ouais. Et donc IAM, Ministère Hammer, NTM. Ok. Et là, je comprends le truc. Parce que moi, j'ai pas de grand frère et tout. Ok. Donc du coup, j'ai pas le lien avec les États-Unis. Je comprends pas trop, en fait. Je capte cette nouvelle culture populaire. Mhm. Mais c'est après que je comprends, quand j'ai 13, 14 ans, Ok. que je comprends qu'il y a... Radio Nova, Dynasty, tout ça, t'as pas connu ça? Non, moi, c'est plus DJ Clyde. DJ Ok. Clyde sur Radio Nova. Après, ouais, je J'étais vois. trop jeune. Je suis né en Ok. 78, donc ouais, Dynasty, j'étais vraiment trop jeune, quoi. Ok, très bien, je vois. Donc, quelle discipline tu pratiques en premier? En premier, c'est la danse. Ok. Et je vois que je suis pas mal, Mhm. mais je suis assez limité. C'est-à-dire que j'arrive à faire 3, 4, 5 pas cool. Ok. Et quand il s'agit de descendre au sol, de breaker et tout, je dis, ouah, c'est trop chaud. C'est trop, Ok. trop chaud. Euh, Et je commence à me mettre aussi au graphe. ok. Et pareil, j'avais un pote à moi qui, lui, graphait et taguait très, très bien. Mhm. Et je sais pas, j'avais déjà ce rapport à si je suis pas dans l'excellence, ça sert à rien, en fait. Ok. Mais déjà tout petit, c'est-à-dire La danse, que... t'as laissé ouais. parce que au sol, tu J'étais te pas assez débrouillais. chaud. Voilà. C'est de l'orgueil, en fait. C'est genre, Ok. ah ouais, lui, il est plus chaud que moi. Je sens que le gap pour atteindre son truc, ça va mettre Ok. trop de temps. Ok. Donc ça sert à rien. Le graphe, pareil. Par contre, je vois qu'en rap, je marque des points plus rapidement. Ok, mais Et donc, du coup, je continue. pour finir sur le graphe, t'avais un tag, c'était quoi ton nom? C'était Cry. CRY. Parce Ok. que ça allait vite. Ouais, je me rappelle à l'époque, Ouais. les gens, ils voulaient Tu pas. pouvais le faire en une Ouais. fois. Ils voulaient pas que ce soit trop long. Ouais, c'est ça. On sait jamais si tu te fais courser. C'est ça. Et moi, Ouais. j'avais trop peur de me prendre des amendes, de ramener Ok. des problèmes à ma mère et tout. Donc, 3 lettres. ouais. On est bon. Mais j'ai fait un truc à la gare du Bras de Fer, à la prescription, maintenant, je peux le dire, à Évry. Uh-huh. J'étais parti un soir, je me rappelle. J'écoutais le premier album d'MC Solar. C'était vers l'hiver. Uh-huh. Ouais, j'étais parti, j'avais fait... et ma bombe, enfin le fat cap, il marchait pas. Du coup, je m'étais mis plein de bombes noires sur les mains. Je voulais pas que ma mère, elle me crame. Donc j'étais... Enfin... C'est difficile à enlever en plus. Ouais, hein. c'est ça. Ouais. Et j'avais froid aux mains. Ah, mais j'étais content, j'avais fait un bête de trucs. Ok. Enfin, voilà quoi. Très bien. Donc, tu laisses le graphe parce que ton pote, il est meilleur que toi. Tu as des gens meilleurs que toi. Et Ouais. tu vas vers le rap. Ouais. Comment ça se passe? C'est éclaté au départ. Je regarde... Mais comment tu rentres dedans? Juste, je regarde Rapline. Ok. Je sais pas quel épisode c'était, mais il y avait Tonton David, je me rappelle. Ouais. Paix à son âme. Mhm. Et directement après, comme, je vais dans ma chambre et je commence à écrire un texte super Ouais. nul. Je trouve un blaze. C'était MC Métis. Vous Ok. pouvez tous rigoler, il y a pas de problème. Ok. Voilà. Voilà. Et puis ouais, j'écris un premier texte. Je sais plus, un truc sur la planète, un Ok. truc. Tu vraiment l'as nul. rappé à quelqu'un? Non. Ok. Juste dans ma chambre, j'écrivais et tout. J'avais un petit cahier. C'était mon cahier à spirale. Ok. Enfin voilà quoi, un Très bien. MC des années 90 quoi. Comment tu vas plus loin? Je vais plus loin où je veux m'enregistrer parce que je Mhm. pouvais écrire que chez moi, je pouvais pas m'enregistrer. Ok. Et peut-être, je sais pas, j'ai peut-être 14 ou 15 ans et puis j'ai de l'argent à Noël de par mes tantes. Mhm. Et j'ai peut-être, je sais pas, à l'époque, 200 francs. Eh oui, j'ai connu les francs. Ouais. Et du coup, Important. C'était coup, une fortune de ça. ouais, c'était une C'était fortune. bien. C'était dingue. Je pouvais t'acheter un album avec 200 balles. Ouais.
Et je crois qu'à l'époque, un album, une cassette, ça devait coûter peut-être entre 50 et 70 francs, peut-être, je dirais. Ouais, même 80 francs. Ouais, même 80 francs, ouais. Et du coup, j'ai pas acheté de musique avec ça. Et j'ai vu qu'en bas de chez moi, pas loin de chez moi, il y avait un studio qui s'appelait La Halle du Rock. Ok. Où il y avait Donc que là, des on est rock. à Évry. On est à Évry, ouais, Ok. dans le 91. Et du coup, c'est un studio de répétition pour des groupes de rock, parce qu'il y avait rien du tout pour le rap à l'époque. Ouais. Et moi, je suis allé toquer à la porte. J'ai dit, ouais, est-ce que c'est possible de m'enregistrer et tout? Il y a un gars qui m'a dit, mais comment ça et tout? Juste, j'aimerais m'enregistrer. J'ai une phase B d'un breakbeat que j'avais acheté à Ticaret à l'époque. Ok. Et puis, il me dit, ouais, ok, et tout, t'as un petit budget et tout. Et ouais, j'avais un petit budget, donc j'ai donné peut-être 100 balles. Et j'ai enregistré ma première maquette que je cherche dans tous les sens, mais je pense que je la retrouverai jamais. Alors là, dans ce que tu dis, il y a un truc qui m'interpelle parce que je l'ai vécu aussi. Ouais. On s'est fait arnaquer. Ah bah ouais. D'ici, on s'est fait arnaquer. Ah ouais. C'est des studios de répétition. Ouais. C'est pas pour enregistrer. Ouais. C'est des micros de concert, tout ça. C'est pas des micros pour enregistrer. C'est ça. On a payé des gens. Ouais. On a enregistré avec des sons pourris parce que c'était pas fait pour. Ouais. On les a payés. Ouais, c'est vrai. Ils nous ont arnaqués. Ouais. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on avait. Ouais, c'est tout ce qu'on avait. Et surtout, pour pouvoir aller à la Halle du Rock, fallait s'inscrire à la mairie, fallait avoir un groupe, fallait. Ouais. Il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. Ouais. Je voulais juste enregistrer. Donc heureusement que le gars, il a été cool. Il a été cool. Il a pris son petit billet. Voilà. Tout allait bien. Tout était bien. C'était bien. Cet enregistrement, quand tu l'as écouté, comment t'étais? T'étais content, pas content? Non, j'étais pas content parce que ça sonnait pas comme la musique que j'écoutais. C'était vraiment fait du vite fait et tout, mais c'était mes premiers pas. Et voilà, c'était nul, hein. Je me rappellerai de cette putain de soirée. C'était ça le refrain. Tu te rappelles quand même. Et tu fais écouter à quelqu'un ou pas là? Ouais, j'avais mes potes. J'avais mon pote Najib, mon pote Antoine. Ils disent quoi? Ils disent ouais, chaud et tout, ouais, t'es chaud et tout. Voilà quoi. C'est bien, ils t'encouragent. Ouais, ils m'encouragent, bien sûr. Donc toi, tu te dis que tu vas continuer? En fait, je me dis pas, j'ai pas de plan de carrière ni rien. Ouais. C'est marrant, c'est pour faire un lien rapide, je me compare pas à ces gens-là, mais je regardais une interview de Kobe Bryant qui expliquait, en gros, on lui posait la question, qu'est-ce qui fait que t'as été aussi loin et tout? Et il disait, la première réponse, elle est un peu attendue, mais il dit ouais, c'est l'amour en fait. Ouais. Et que il est tellement passionné par ça, par ce qu'il faisait depuis qu'il était petit, qu'il calculait pas le championnat ou le truc. Il avait juste le plaisir et la passion de juste faire du basket depuis qu'il était petit, tout le temps. Il est content, il kiffe. Et moi, je crois que c'est ça. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je fais de la musique et que j'ai cherché d'autres endroits et tout, parce que je suis juste animé et passionné par ça depuis tout petit. C'est vraiment, c'est cliché, mais c'est ma plus grande histoire d'amour, parce que je fais que ça. Je fais que écouter de la musique. Je réfléchis toujours à la musique depuis que j'ai, je sais pas quel âge. Ok. Donc, du coup, c'est quoi l'étape suivante? Tu t'es enregistré, t'es pas content, tu veux te réenregistrer? Ouais, je veux me réenregistrer et surtout, je veux performer. C'est-à-dire sur scène. Ouais, sur scène. Okay. Parce que c'est cette époque-là des MC où il y a encore cette... même si je comprends pas très bien, mais j'ai cet héritage-là, de cette culture-là, où tu dois faire une performance, t'es un maître de cérémonie et tu dois avoir ce pouvoir de capter une foule et de renverser une foule. C'est inscrit en moi depuis que je suis en âge de comprendre, de faire impression avec les gens qui sont là. Et nous, on vient d'une époque où tu pouvais pas faire semblant, tu savais pas rapper, tu dégages, même si t'es chaud en bagarre, même si t'as un pédigré de tolard, de je sais pas quoi, on s'en bat les steaks. Si t'es pas chaud derrière le micro, tu dégages. C'est tout. Et moi, je viens de cette époque-là. Donc, du coup, c'était chaud, tu vois. C'était très, très chaud. Et donc, après, tu fais que t'entraîner, tu fais que écrire. C'est en ça que le film d'Eminem, il traduit bien ça. Il montre vraiment ce côté écriture. C'est la compète. N'importe où, n'importe quand. Tu dois être chaud. C'est ça. Et voilà. Et donc, cette histoire de concert, tu te rappelles ton premier concert, comment il arrive? Ouais, c'était à la fête du collège. Ok. Il y avait un thème. Tu peux donner le nom de ton collège? C'était le collège Paul Éluard. Voilà. Aux Épinettes. Voilà, comme ça, tous les gens d'Evry, les gens qui sont dans ce collège aujourd'hui vont dire, mais il était dans mon collège! C'est ça. Voilà. C'est important. Et du coup, il y avait une fête de fin d'année au collège, et puis tout le monde, je me rappelle, il y avait, je sais pas, des filles de ma classe qui avaient fait une reprise de Dirty Dancing, il y avait quelqu'un qui avait repris, je sais pas quoi, Benny B ou je sais pas quoi. Et moi, je dis, est-ce que je peux venir avec mes textes? Et on m'a dit ah ouais, ah bon, ok, d'accord, essayons. Tu voudrais pas jouer avec Richard qui fait du clavier et tout? Je dis non, je veux juste vous passer ma bande et moi je fais mon truc dessus, tu vois. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai fait mes répètes. Je me rappelle, j'avais une casquette Malcolm X,
Tu sais, parce qu'il y avait le film de Spike Lee qui était sorti avec le truc et tout. J'avais demandé à ma tante de me l'acheter, j'avais pu l'avoir. Enfin, voilà. Et voilà, j'étais monté sur scène et je me prenais pour... J'étais Public Enemy pour moi. J'étais trop chaud alors que j'étais tout seul, tout maigrelet comme ça et tout. Mais ça avait fait son effet. C'est ça que j'allais te demander. Les gens ont bien pris le truc. Ouais, les gens ont trop bien pris le truc. Toi, ça t'encourage. Tu te dis, je suis quelqu'un, je suis chaud, je dois continuer. Ouais, c'est ça. C'est que tu sens que ça fonctionne à ta petite échelle et tout ça et tout, mais tu sens que ça fonctionne et que tu marques encore des points. Tu marques des points. Et puis après, c'était... Ok. À ce moment-là, à Évry, parce que là, tu me parles, t'es tout seul. Il y a d'autres gens qui rappent de ton âge? Oui, il y a d'autres gens qui rappent de mon âge. Tu te connectes pas avec eux? À Évry, non, pas vraiment, parce que on était quand même très éloigné de Paris. Ouais. Moi, je me connecte surtout avec le grand frère d'un ami qui s'appelle Ulrich, l'ami, et le grand frère, c'est DJ VR. Ouais, et la légende. La légende, voilà. Et c'est surtout lui qui... heureusement qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour abreuver de cette culture-là dans ces endroits-là, reculer loin de Paris et tout, dans des cités un peu cramées et tout. Heureusement qu'il y a ces gens-là qui lui, il était déjà allé à New York, il s'habillait trop bien, c'était un super-héros pour moi. C'est le premier mec que j'ai vu avec des Nike Cortez blanches. J'étais... Waouh! C'était vraiment trop chaud, il venait avec ses bacs à disques et tout, il mettait que du son de ouf. C'est avec lui que j'ai entendu la première fois Mobb Deep, la première fois Das FX, la première fois, je vais pas tous les citer, mais... Il t'a fait découvrir beaucoup de choses. Ouais. Et donc, du coup, je suis connecté avec lui, beaucoup. Il me prêtait des disques, des phases B pour que je puisse enregistrer, parce qu'à cette époque-là, moi, j'étais que à la recherche d'instrumentaux. Bien sûr. Je cherchais que ça pour pouvoir... Pas comme aujourd'hui où il y a des beatmakers partout. Là, c'est une époque, c'était très rare. Et là, un sampler, ça coûtait très cher. T'as encore plus que des beatmakers aujourd'hui. T'as des type beats. Ouais, voilà, tu vas sur YouTube. J'aimerais un son à la Mobb Deep. Ok, allons-y. Éteins un son. Voilà, c'est vrai. Il n'y avait pas tout ça à l'époque, il n'y avait rien. C'était la méga hesse du son. Voilà. Mais c'est formateur. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu essaies de sortir d'Evry avec ta musique? Je sais même pas que j'essaie de sortir, c'est que ma musique me sort d'Evry. Parce que vu que je suis à la recherche, déjà, il fallait monter sur Paris. Et quand t'as 14-15 ans, à cette époque-là, c'est pas facile. C'est loin. C'est loin, t'as peur Alors, quelqu'un qui habite pas en région parisienne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire quand on dit que c'est loin. Mais en vérité, quand t'habites en région parisienne, il y a des banlieues qui sont assez éloignées de Paris 75. C'est ça. Donc, ça peut être loin. 91, moi, à Évry, t'as 35 km au sud-est de Paris. Donc, c'est forcément le RER. Le RER, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux parce que à cette époque-là, tu peux croiser je sais pas qui, je sais pas quoi et tout. Là, il y avait la dépouille, il y avait les embrouilles de quartier, les bandes, les trucs. Et c'est dangereux parce qu'il y a les contrôleurs. Ouais. Et moi, je peux pas ramener d'amende à ma mère. C'est la fin du monde, tu vois. C'est la pauvreté, donc c'est pas possible. C'est vrai. Donc, tu prends le risque de le faire. Et t'es pas serein. Donc, quand tu le fais, t'as vraiment ton petit budget dans la poche. Justement, je t'ai dit, j'allais au magasin Ticaret de Daniel Ticaret. Heureusement que ces gens-là aussi, ils ont existé, tu vois. Pour acheter un t-shirt trop bien et la dernière mixtape où t'as tous les trucs de Mr. C ou de, tu vois, le dernier truc qu'il faut avoir pour se mettre à la page, tu vois. C'est ça. Et donc, forcément, c'est la musique. C'est en ça que la culture, c'est un truc de ouf qui m'a sorti de là. Et après, tu rencontres des gens et tout. Et après, plus tard, je suis allé dans un lycée d'art graphique. Et là, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Lexda, qui faisait de la jungle à l'époque. Et qui m'a dit, il y a des mecs de Stein qui font une compile. Ils savaient que je rappais et tout. Il y a des mecs de Stein qui font une compile. Ils font une espèce de casting. Le rendez-vous, c'est mercredi à 22h ou je sais pas, à 21h chez eux. Et il n'y a pas de téléphone portable, tout ça. Non. Pas de GPS. Non. Tu dois aller là-bas à l'heure, sans appeler quelqu'un. Attendez-moi, j'arrive. C'est ça. Tu te débrouilles, voilà. Ouais, c'est ça. Et Stein, c'est banlieue nord. Ah ouais. Évry, c'est banlieue sud. Ouais, c'est ça. C'est ça. Costaud. C'est le même RER. Mais de l'autre côté. C'est le RER de l'enfer. T'as tout. T'as Corbeil, t'as Évry. T'as Sarcelles. T'as Saint-Denis, t'as Sarcelles, t'as Stein. C'est un coupe-gorge, le truc. Voilà. Donc, du coup, tu vas à ce rendez-vous. Ouais, je vais à ce rendez-vous et puis je rencontre DJ Bomb qui allait devenir après plus tard celui qui allait faire les sons de Troisième Œil. Voilà. T'avais Lolo Boss et t'avais JMD. Ok. Et voilà, ils préparaient une compile, tout ça. Et j'ai rappé, ils ont kiffé. Et c'est eux d'ailleurs qui m'ont appelé This is la peste.
Moi, c'était que DC's, mon blaze. Ok. Ouais. Mais pourquoi la peste? Parce que j'avais un petit côté vanneur. Okay. J'étais tout le temps... j'avais toujours un petit mot, une petite répartie, un petit truc qui faisait que, ah ouais, c'est vraiment une peste, mec, là. Et du coup, ils m'ont appelé comme ça. Et ça m'a collé à la peau, purée de pois chiche. Ok. Ah ouais. Très bien. Donc là, t'enregistres pour cette compilation. La compilation sort. Ouais, elle s'appelait Indépendant 91, 13, 93. Je me rappelle très bien. Où il y a le 9 et il avait collé un 1, 3, tout c'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui as fait ça? Oh putain. C'était éclaté. D'après moi, j'étais chaud, mais vas-y, c'est ça. Hein. Ok. C'est le premier fait d'armes. T'étais multicasquette déjà. C'est ça. Ok. Je me rappelle très bien de ce projet. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Le projet sort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change pour toi? T'es sur un disque? Ouais, je suis sur un disque. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. En plus, il y avait aussi... sur ce disque, il y avait donc Troisième Œil, qui eux, après, on signe avec IAM. C'était au moment où IAM ont sorti... c'était entre, je crois, c'est quoi? C'est Côté Obscur, je sais plus comment il s'appelle... ou Ombre et Lumière, je crois. Ombre et Lumière après, il y a l'École du micro d'argent. C'est un peu entre les deux. Ok. Et donc, il y a l'École du micro d'argent qui cartonne. Troisième Œil, il signe avec IAM. Et moi, je me dis, mais en fait, je suis pas loin, en fait, de toucher des gens qui, c'est juste des super-héros pour moi. C'est clair. Mais avant, j'avais écrit... Ah non, attends, j'ai fait des trucs de ouf avant. Raconte. Ah ouais, j'avais écrit à NTM. J'avais envoyé des maquettes à NTM. Leur DA, c'était Patricia Soulet. Soulet, ouais. Soulet, ouais, la mère de Lady V. C'est ça. Les deux nous ont quittés, donc... Ouais. Alors, Ram, ouais. Voilà. Et c'est marrant parce qu'elle m'avait rappelé. J'avais laissé mon numéro de téléphone et Patricia m'avait rappelé et m'avait dit ouais, j'ai fait écouter et il trouve que c'est bien, mais t'es encore jeune. Je me rappelle, elle m'avait dit ouais, c'est encore un peu vert, t'es pas assez mûr. Mais juste, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais le fait que la DA d'NTM me dise ça, c'est une sephore de fou pour dire ah oui, ils ont écouté, ils ont dit que j'étais pas encore prêt. Bah t'inquiète, je vais être prêt. Mais au moins ils ont écouté. Ça t'a donné une force, ça t'a encouragé. Et j'avais même fait un autre truc de ouf. J'avais trouvé l'adresse sur un disque d'MC Solar alors honte à moi, j'ai oublié celui qui fait Jimmy J. Ouais, Jimmy J. Studio Jimmy J. Et j'étais parti jusqu'à chez lui pour laisser une maquette dans la boîte aux lettres de son pavillon, je ne sais plus où c'était. Ok. Ah ouais, j'étais déter. Tout seul, hein. Tout seul, mon petit truc et tout. J'étais déter. Ok. T'as une réponse de Jimmy J? Non. Ok. Non. Mais bon, voilà. En tout cas, t'avais envie qu'il se passe quelque chose. Et ça, là, c'est deux trucs. C'est avant le premier disque, avant la compilation. Ouais. C'est avant. C'est peut-être 1 an et demi. Donc, clairement, quand tu t'envoies ta musique à NTM ou Jimmy J, tu veux faire un disque. Ah ouais. Là, c'est ça que tu veux. En fait, je veux faire un disque, je veux être repéré, je veux montrer ce que je sais faire. Voilà. C'est le but. Donc, on revient à cette compilation. Elle sort, t'es content, t'as fait un disque, tu vois Troisième Œil signé chez IAM, tu te dis, ok, je suis pas loin et tout. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de sortir un disque, ce qui est bien, c'est que ça te fait faire de la promo. Et donc, ça te fait te faire inviter en radio. Le goal ultime à cette époque-là, c'était d'aller rapper un couplet sur Génération. Fallait faire ça parce que c'était Time Bomb, parce que c'était tout lunatique, c'était Oxmo, c'était moi j'étais vraiment dans cette je suis un peu plus jeune qu'eux, j'ai 1 an ou 2 ans de moins qu'eux, mais c'était la new school en fait. Toi t'as cité NTM ou Solar ou IAM. Eux, c'était les mecs, ils étaient déjà là avant nous, ils étaient en place. Voilà, les tauliers. Mais la new school, les mecs qui étaient en train de créer un truc pour arriver, c'était les mecs qui passaient sur Génération à cette époque-là. C'est ça. Et donc, toi, tu voulais en faire partie, tu voulais aller là-bas. Parce que même j'étais plus jeune qu'eux, mais j'étais dans ce courant-là. C'est-à-dire que je pense que les NTM et tout ça, ils ont écouté beaucoup Public Enemy, Above the Law, NWA et tout. Voilà. Et moi, c'était plus Nas, Mobb Deep, Elta Skelta, enfin, tu vois, toute cette culture new-yorkaise très technique en vrai. Très, très, très technique dans le rap, avec des flows de... Je viens de cette école-là. Et du coup, le goal, c'était ça. C'était d'arriver à la Génération. Et c'est enfin arrivé. Où après, on est parti justement avec Rimmer à Gage, FD Phénomène, Fouta Barge, Spam Osimhen et JMD. Et on a eu notre première... Rimmer à Gage, tu vas avec eux parce qu'ils sont sur le projet, sur le même disque là. Non, ils sont pas sur le même disque, mais vu que JMD faisait les sons de Rimmer à Gage, j'ai intégré le groupe. Ok.
Voilà. Et que moi, j'étais un peu dans mon coin et tout truc. Ils m'ont dit, peut-être que tu devrais intégrer le groupe parce qu'on rappait toujours ensemble et tout. Puis il y avait de la compète, c'était trop bien et tout. J'ai dit, OK. Et du coup, j'ai intégré Rimeur à Gage. Après, on a été appelé par DJ Posca. Sur la 25, c'est ça. Ça, il y a tout le monde. Ouais, il y a tout le monde. Moi, j'avais pris un beat de, comment il s'appelait, Eric Sermon et Redman et Keith Murray. Je me rappelle plus comment il s'appelait le morceau. C'était El Nino ou un truc comme ça. OK. Voilà, les instrus, ils étaient complètement ouf. Sermon. Hein. Ah ouais, c'était n'importe quoi. Ouais, ça rigolait pas. Et du coup, voilà, on a fait des couplets de fou et on a continué à se faire repérer. On a continué. Et jusqu'à ce que je me fasse appeler par Akhenaton pour faire la musique de Taxi 2. Alors, comment Akhenaton t'entend? Où? Quoi? Comment il entend parler de toi? Comment il t'appelle? C'est qu'il a entendu ta musique. Il entend quoi? Comment? Explique. En fait, ce qui se passe, c'est que Troisième Œil, il m'invite sur leur album. OK. Et je sais que le morceau sur lequel il m'invite, il y aura Don't Show de la FF. Et la FF, ils avaient déjà tout niqué. Ouais. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ah ouais, là, j'ai une opportunité de ouf. Clair. C'est-à-dire que j'ai un 16 mesures ou un 24 mesures. Faut que je me déploie et que truc pour parce que je vais être sur un album majeur. Ouais. Tu vois, Troisième Œil. Produit par Ayam. Donc il y a Ayam va l'écouter, c'est sûr. C'est ça. Et c'est comme les grands matchs, il faut pas les rater en fait. C'est ça. Et la vérité, je fais un couplet de bâtard, je me rappelle, je l'ai écrit sur l'instru de The Militia M-I-L-I-T-I-A de Gangstar. Incroyable. L'instru, il était complètement ouf. Ouais. Et j'ai dit, OK, je vais écrire sur ça. Et j'étais frustré parce que l'instru sur lequel ils me font poser, il est un peu plus lent en termes de BPM. OK. Tu vois? Parce que moi, j'ai découvert l'instru au dernier moment. Mais j'ai dit, je vais quand même faire mon couplet, je vais l'adapter. Et du coup, ça m'a facilité les choses parce que vu que le BPM, il était plus rapide, quand j'ai écrit, le fait de poser sur un BPM plus lent, j'étais encore plus flow dans ma manière de poser les trucs. J'avais fait des trucs assez techniques, avec des rimes et tout. Enfin, c'était hyper technique à l'époque. Et du coup, j'ai tiré mon épingle du jeu. Et peut-être, je sais pas, 2 ou 3 semaines après. Ah ouais, rapide comme ça. Ouais. J'ai Akhenaton qui me dit, j'ai vraiment kiffé le truc et tout, nan. Donc Akhenaton, quoi. Un couplet, boum. Eh ben, OK. Ouais. Donc, du coup, il te propose de faire partie d'un collectif. Au départ, il me propose de me signer en édition. Ah, OK. Rien à voir avec Taxi. Rien à voir pour l'instant. Il propose de me signer en édition. Et moi, je dis, je sais même pas ce que c'est. Mais juste, c'est Akhenaton. Donc, oui. Allons-y. Je sais pas ce que c'est, mais allons-y. Ouais. Et il me dit, OK, vas-y, truc, on va t'envoyer ça et tout. Et puis, quand il m'envoie le truc, je vois qu'il n'y a pas JMD. Et alors que moi, je pouvais pas concevoir de signer quelque chose s'il y avait pas le gars qui faisait mes sons. Ouais. Et donc j'ai dit, ce serait bien aussi de proposer un contrat, enfin que JMD soit dans le contrat. Le contrat qu'ils ont proposé, il était pas assez bien quoi pour intégrer JMD et tout truc. Donc moi, par loyauté, j'ai dit non, on verra plus tard. Et il m'a quand même appelé pour faire la musique de Taxi 2. Là, il y a 2 trucs qui sont complètement fous dans ce que tu viens de dire. Par loyauté. Ouais. T'as pas signé chez Akhenaton, le grand Akhenaton. Ouais. T'as quel âge? T'as la vingtaine. Ouais, j'ai 17 ou 18 ans. 18 ans, 18, 19 ans. T'as même pas la vingtaine. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est fou. Et deuxième chose, Akhenaton aurait pu très mal le prendre. Ouais. Mais il te rappelle quand même, il dit voilà, j'ai ce truc Taxi 2, collectif One Shot, viens. Ce qu'il y avait aussi, je pense qu'il a dû respecter ça, Akhenaton, parce que souvent, les puissants, quand tu leur dis non pour de bonnes raisons, ils ont... Mais ça, c'est des trucs que j'ai compris après c'est pas à ce moment-là, genre, j'étais déjà trop chaud, je captais ça, pas du tout. Mais ils disent, c'est pas... Il en a. Ouais. Et aussi, je pense qu'il m'a rappelé pour Taxi, parce qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses, là, on va assez vite, mais j'avais signé avec le label Nouvelle Donne, qui préparait une compi. On avait sorti mon premier vinyle... Il y avait TDI dessus, Turbo 16 injections, et je sais plus, il y avait un autre morceau, c'était Bête de Bombe 1. Ouais. Et après, ça avait très bien marché. Ça a Joe tourné, Star, il avait une émission SP sur Skyrock, c'était la folie. Il tabassait ce son, donc j'avais Joe Star qui commençait à péter un câble sur le truc, à le jouer dans son émission. Ouais. La première fois que j'ai entendu Joe Star, parce que moi j'écoutais tout le temps cette émission-là, c'était Sky BOSS. Sky BOSS. C'était le jeudi soir. Exactement. C'est la première fois que je me suis entendu à la radio, pas dans le cadre d'un freestyle, mais qu'un de mes sons passe. Voilà. Toi, t'es chez toi,
Ouais, j'écoute l'émission. Et tu t'entends la radio. Ouais. Et Joey Star, il crie dessus, il dit que ça tue. Tu sais que c'est un truc de ouf, hein, quand t'es petit, que t'écoutes un groupe, que t'es fasciné par un groupe, c'est des monstres, c'est des légendes, tu vois. Ouais. Et Joey Star, en plus, tu vois, qui est là et qui tabasse ton son et qui... C'est une sensation qui est... C'est un truc de ouf, tu vois. Grand moment. Ouais, c'est un truc de ouf. Et donc, du coup, après, avec Nouvelle Donne, ils ont fait une mixtape qui s'appelait je sais plus comment, sur lequel ils avaient demandé des morceaux inédits de leurs artistes. Donc, t'avais Agression Verbale, t'avais moi, t'avais d'autres artistes. Et il y avait Je pète les plombs. Okay. Que j'ai enregistré en un quart d'heure chez JMD sur une boucle mal bouclée. Voilà. Et eux, ils avaient mis un espèce de petit fascicule avec écrit, c'était destiné aux DJ, renvoyer un questionnaire avec quels sont vos morceaux préférés et tout truc. Et franchement, il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, je pète les plombs, je pète les plombs, je pète les plombs, je pète les plombs. Donc après, ils ont décidé de le sortir en vinyle. Joey Star, il l'a remis dans son émission encore plus fort que le truc d'avant. Je me rappelle très bien. Et tout ça, c'était concomitant avec Akhenaton qui faisait la musique de Taxi 2, qui avait tout éclaté avec Taxi 1. Et voilà. Et dans quel état d'esprit t'es un jeune rappeur. D'un côté, t'as IAM qui te montre quand même de l'amour. Et d'autre côté, t'as NTM qui te montre de l'amour. Ouais. T'as pas encore sorti d'album. Ouais. C'est quand même un truc de malade. Ouais, c'est un truc de fou. Comment tu te sens? Je me sens, à cette époque-là, quand je vais pour partir pour faire Taxi 2, je suis dans d'autres préoccupations, même si je suis content de faire ça et tout, je touche des sous, à l'époque j'ai dû toucher 40 000 francs. Ok. C'est un truc de ouf quand tu viens de mon milieu. C'est énorme, c'est énorme. Ça y est, pour moi, j'étais 200 francs tout à l'heure. Ouais. Déjà 200 francs, les écoutants. C'est un truc de ouf. J'ai pu acheter des lecteurs DVD et les offrir un truc. C'était ouf. J'étais trop content, tu vois. J'ai acheté une télé à ma mère, une nouvelle télé et tout. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment le rebond du repos, quoi. Et ça, c'était que pour faire Taxi. Ouais. C'est ouf. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'étais déjà en train de me marier. Enfin, j'étais dans cette séquence de vie où je faisais tout pour me marier avec la future mère de mes enfants. Okay. Donc, tout est arrivé d'un coup, en fait. Je devais avoir peut-être 20 ans ou 21 ans. Regarde, t'as 20 ans. T'es signé chez Nouvelle Donne. Ouais. À ce moment-là, c'est eux tes producteurs. Akhenaton voulait te signer en édition, ça, c'est pas fait. Mais tu fais Taxi. NTM... Joey Star, SkyBOSS joue ta musique de dingue. Tu vas te marier. Attends, on dirait un mec qui a déjà 30 ans, en vrai. Ouais, j'ai fait un peu trop vite. Et là, mais ce qui est dingue, c'est que ton premier album est toujours pas sorti. Non. Moi, je me mets à ta place. Je me dis, mais quand ça va sortir, je vais tout péter. Ouais. Mais moi, je pensais même pas à ça. Non, mais je trouve que tout s'aligne super bien, en fait. Ouais. C'est ouf. Ouais, mais vu que en France, et encore plus à cette époque-là, on n'avait pas, comme aux États-Unis, comme nos confrères de là-bas, cette culture-là, c'était un peu émergent, c'était un peu nouveau, c'était pas en plus contrôlé par des gens qui viennent de ce milieu-là, donc t'étais quand même assez... On sait jamais. Ouais. C'est pas toi qui décides. Ouais, voilà. C'est pas les gens de ce milieu qui décident. C'est ça. C'est d'autres gens. C'est ça. Donc moi, j'avais juste la maîtrise sur ma musique. Ok. Sur les couplets que je vais faire, les choix des instrus et tout ça et tout le reste. Même le mix, le gars qui allait mixer et tout. Je savais pas encore que j'avais les pleins pouvoirs sur ça. C'est après que j'ai compris quand je me suis pris la roadka du premier album. J'ai dit maintenant, je vais tout prendre. C'est moi qui vais décider exactement comment ça se passe, tu vois. Mais sur le premier, j'étais un peu. Donc tu t'es pas emballé du tout. Non, je me suis pas emballé. Et en plus, la vérité, c'est qu'il y avait d'autres problématiques qui étaient beaucoup plus compliquées à gérer. C'est que quand tu viens d'un milieu pauvre comme ça et que tu es la figure émergente, t'as tout un tas de paramètres de jalousie, de violence, de climat un peu mafieux à gérer. Nos quartiers, c'est comme ça. Et ça a beaucoup pesé dans la balance. Ça, tu le sens déjà à l'époque de Taxi, c'est-à-dire avant ton premier album, tu sens déjà ça. Ben juste quand tu te déplaces pour un concert dans un quartier et que tu te dis, je peux pas trop y aller tout seul, parce que s'il y a des mecs d'un quartier qui sont chauds et qui veulent me faire, faut que je sois avec des gars. Donc tu dois composer avec quel gars tu es. Enfin, c'est des problématiques que Vianney, il a jamais eu dans sa carrière. Ce que j'allais dire, ça, c'est que notre musique. Maintenant, le truc, c'est que déjà, faut bien préciser, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, que Taxi 2, c'est un succès one shot, tout ça, ça cartonne, ça marche. Il y a le premier morceau, il y a tout le monde dessus. Millénaire. Mais derrière, il y a toi et Jalan, quoi. C'est-à-dire que c'est ton morceau avec Jalan, vous êtes plus 5 ou je sais pas quoi, vous êtes que 2. C'est ça. Il y a un clip, le morceau tourne et tout. Là, ça devient de plus en plus réel pour toi. Là. Ouais, ça devient réel. Mais le problème, c'est que vu que c'est par Taxi 2,
que c'est un groupe un peu fabriqué, c'est un espèce de boys band, même s'il y avait Jalan et tout, et que c'est tout de suite endorsé par Skyrock, et que juste après, il y a Je pète les plombs qui sort, qui est tabassé aussi sur Skyrock. Il y a eu un passage des émissions SP à la playlist. Mais trop vite. Trop vite, trop placardé, trop. Et nous, on vient d'une époque où les gens d'avant, donc NTM, IAM et tout, il y avait ce côté underground ou commercial. Tu vois, fallait galérer un peu avant. Ouais, et puis c'était suspect, en fait. Classes. Tout ce qui était... En fait, il y avait, à cette époque-là, dans le rap, il y avait tout ce côté... tu te rappelles l'album de Jeru the Damaja où il clash P. Diddy parce qu'il dit que P. Diddy a volé le hip-hop et qu'il l'a mis en shiny suit, tu vois. Donc, il y avait ce côté où il fallait pas trop être clinquant, pas trop être truc. Et moi, j'étais habité de tout ça. Donc, du coup, je savais... Mais en même temps, il fallait que je tire mon épingle du jeu parce que j'ai une opportunité. T'es en train de me dire que tu vivais mal, je le vivais mal. Le succès de Je pète les plombs, le succès rapide. Je le vivais trop mal. Pourquoi ? Parce que, on va dire 3 mois avant, j'allais faire des concerts, je sais pas, dans le 9-2 ou je sais pas quoi, c'était en mode hip-hop, on est tous là et tout truc. Tu jouais Je pète les plombs ? Ouais, je jouais Je pète les plombs. Et ça se passait très bien. Ça se passait de fou. C'était un morceau où il y a de la violence, tout ça et tout. Donc, c'était crédible. En plus, le breakbeat, c'était hip-hop. C'était ouf, C'était pas une rodka pour la radio. Absolument pas. Mais le fait que ce soit tabassé comme ça, c'est devenu ça. Et après, je me rappelle, mon premier plateau radio, c'était à Lille, avec Skyrock. Et je fais Je pète les plombs. Et là, je suis dans un autre monde parce que c'est vers l'hiver, tu vois. Et t'as des familles avec des enfants. T'as je sais pas, 2-3 000 personnes, tout ça et tout. Et moi, je chante Je pète les plombs avec des susmonzobes, plein de gros mots et tout, alors que... Et les enfants. Et voilà, je suis pas dans mon truc. Et en fait, j'ai vu l'effet justement de passer dans un autre statut ou un autre stade de promotion qui fait que ça altère un petit peu ton truc à la base. Mais c'était comme ça, c'est parti comme ça. Et en vrai, moi, j'ai jamais été un MC comme Lunatic, tout ça, hyper, super dark, truc et tout. J'ai jamais été comme ça, même si j'avais conscience de ça et que j'écoutais ça et que j'avais un propos, mais j'étais pas là-dedans. Tu vois ? Mais il n'y avait pas de nuance, il n'y avait pas de place pour les artistes entre les deux, tu vois. J'ai jamais été un artiste hyper commercial, mais j'ai jamais été hyper la rue, truc non plus. Et il n'y avait pas cette place-là. Donc j'ai dû construire cette place-là. C'est vrai. Du coup, l'album sort, Le Poisson Rouge. Avec le succès de Je pète les plombs, forte rotation, l'album il arrive en temps et en heure, je trouve il est vraiment arrivé au bon moment, et l'album marche, l'album prend. Ouais, l'album il cartonne, surtout qu'on sort le single Ghetto Sitcom après. Ouais, mais justement moi je me souviens que vous avez sorti le single Poisson Rouge. Et moi de loin, ça veut dire je suis pas avec vous. Ouais. Moi, je me dis, ok, il veut contrebalancer. Ouais, bah oui. Le succès qu'il y a eu sur Je pète les plombs. Ouais. Et c'était vraiment pour ça. C'était vraiment ça. En fait, le problème de Je pète les plombs, c'est que le titre, il était hyper underground, tout va bien, tout était bien. Mais pour que le clip passe en télé, il fallait l'aseptiser un peu. Et moi, à la base, je voulais reprendre Chute Libre, Michael Douglas, mettre des vrais guns et tout. J'étais en mode... Sauf qu'on a dit non, pour que ça passe, tu peux pas mettre des guns. Ouais, mais comment on fait, tout truc et tout. Et le réal me dit, ouais, on va faire un truc un peu cartoon et on va mettre un gros gourdin, un gros truc et tout. Et moi, je suis dans le tourbillon du truc. Je dis, ah, ok, tu le vois comme ça, ok. Je voyais que Redman, des fois, il faisait le con dans ses clips. Donc je me dis, ouais, allons-y et tout truc et tout. Mais j'avais pas conscience dans le spectre médiatique français de l'image que ça renvoyait. Normal, c'est mon premier bail. Et du coup, ça a cartonné de fou. Mais t'étais pas Redman. J'étais pas Redman. Pour la France. Tu vois ? Parce que la France ne connaît pas Redman. Non. Donc du coup, j'étais, c'est le MC marrant. En plus, il s'appelle This is la peste, il fait le con dans son clip. Vas-y, c'est bon, c'est un rigolo, la Huisse. Alors que non. Je lisais tes interviews à cette époque-là. Tu citais beaucoup Slick Rick pour le storytelling. Bien sûr. Mais la France ne connaît pas Slick Rick. Non, Slick Rick, c'est un mec qui a tué quelqu'un, qui a été en tôle, tu vois. Tu peux faire des blagues dans tes sons, mais voilà. Tu vois. Mais du coup, je comprends mieux. Donc c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Du coup, derrière le morceau Poisson Rouge, sortait Ghetto Sitcom. Donc on revient un peu à la formule, je pète les plombs, storytelling, il y a de l'humour et tout ça, machin. Tu le vis pas mal à ce moment-là, parce que tu me dis que t'as déjà mal vécu Je pète les plombs, mais là, c'est un peu bis repetita. C'est mon premier album. J'ai 21 ans. Je suis entouré de gens qui ont différentes visions et différentes aussi expériences et connaissances des dimensions de la musique. Donc, t'as Kojo à l'époque de Nouvelle Donne qui, dans son rôle de producteur normal et heureusement,
se dit non, mais attends, ta recette, c'est ça. Il le dit pas comme ça. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Mais c'est ce que ça veut dire. Donc, ok, moi, j'insiste pour faire le morceau Poisson Rouge. Parce qu'en plus, Poisson Rouge, il parle d'une grosse histoire de quartier, de tout ça et tout truc et tout. C'était important pour moi. Je viens d'une école aussi où tu véhicules un message. Bien sûr. Tu vois, il y a du propos, il y a de l'engagement, tout ça et tout. Et du coup, c'était important pour moi d'essayer humblement de faire en sorte qu'un morceau qui parle de ce sujet-là apaise un peu les choses. Bon, raté, parce que quand l'album il est sorti... J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient mal pris. Ouais, et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que quand l'album est sorti, on va dire, il est sorti, je crois, en octobre, et je crois peut-être 2 semaines après la sortie de l'album, je me rappellerai toute ma vie, j'étais au cinéma, on m'appelle pour me dire, ouais, les petits du quartier, ils sont partis au canal, ils ont tiré, il y a un petit qui est mort. Ah ouais, donc ça a continué après la sortie du morceau. Alors que moi, le morceau, justement, arrêté. Un jour, il y a quelqu'un qui va se prendre une balle perdue et tout. Et morceau prémonitoire de ouf, c'est ce qui s'est passé. Oh merde. Et donc, moi, je me prends tout ça et je suis la rosta de la ville, quoi. Donc, je suis aussi la cible, le mec de ce quartier-là et tout. Et là, je rentre dans l'enfer. Ah ouais. Là, c'est l'enfer. Ok. Du coup, tu regrettes d'avoir fait ce morceau? Non, tellement pas. J'ai jamais regretté d'avoir fait ce morceau parce que ce morceau-là, justement, il parle de ça. Il dit, les gars, on s'embrouille pour rien. On est en train de répéter ce qui se passe aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui va se prendre une balle perdue. Et c'est ce qui se passe. Donc, moi, jamais j'ai regretté ce morceau-là. Très bien. Jamais. L'album est un succès. Voilà. Tu te retrouves, je sais plus si je me trompe pas. T'avais fait la première partie d'Eminem, non? Ouais. À Bercy, j'avais vu. Ils ont fermé le rideau sur moi. C'est bâtard. Je me rappelle. J'étais en train de tout niquer. Gros. Je me rappelle très bien. J'étais en ensemble rouge, encore à l'époque. On est monté sur scène. On a commencé à enchaîner des titres. Et en plus, les gens n'étaient pas au courant et tout. Mais j'étais vraiment, à ce moment-là, j'étais l'incontournable. Donc, du coup, quand je suis arrivé, les gens, c'était ouf. Et ça, c'est chaud. Donc, du coup, tu fais traditionnel, des dates, tournées, machin, tout ça. Avant d'attaquer ton deuxième album, avec tout ce que tu viens de m'expliquer, je pète les plombs, comment tu l'as mal vécu, même Poisson Rouge, les histoires, les embrouilles qu'il y a eu derrière. Mon premier enfant, enfin, il y a tout ça aussi. Il y a toutes ces, tout ça, ça arrive en même temps. Voilà. Dans quel état d'esprit t'attaques ton deuxième album? Tu vas faire des changements dessus. Déjà, j'ai gagné plus d'argent. Donc ça change un homme. Déjà. Tout dépend de ce qu'il fait avec son argent. Bien sûr. Mais moi, je voyage un petit peu, je m'achète des bouquins, j'ai accès à d'autres, j'ai un pouvoir d'achat qui me permet de m'intéresser à d'autres choses. Donc forcément, ça me nourrit et ça fait que j'ai un autre rapport à la musique. Et surtout, il y avait aussi en interne ce côté où je voulais, pour le coup, ne pas être exclusivement à faire de la musique avec JMD. J'avais besoin de recevoir d'autres instrus, de tout ça. Donc, on précise que ton premier album, c'est JMD qui fait tout l'album. Ouais, il y a un son avec 22 Bélier, avec Samba. Un ou deux, je crois. Et en général, voilà, la globalité. C'était JMD. Et trop fort, JMD, des instrus de fou. Mais j'avais besoin aussi d'une patte. Et surtout, quand je voyais les albums de Nas, où t'avais un beat de Large Professor, c'est Nas qui a ramené ça. Un beat de premier. Ah ouais. C'est Nas qui ramène ça. Avant ça, c'est très rare d'avoir pléthore de beatmakers. C'est vraiment avec Illmatic qui ramène ça. Et après, tout le monde se met à faire ça. Et voilà. Et moi, j'avais envie de faire ça parce que j'étais très très inspiré par les Américains, comme nous tous. Et du coup, j'avais envie de faire ça. Mais c'est toujours compliqué. En plus, quand t'es jeune, JM était plus âgé que moi. Donc, puis il y a un côté aussi, il y a de l'amour dans tout ça, tu vois, parce qu'on a vécu des trucs ensemble et tout ça. Donc, lui, il le prend un peu comme une infidélité, le fait que j'ai envie de faire de la musique avec d'autres gens. Moi, en même temps, j'ai un peu quand même les pleins pouvoirs parce que c'est mon album, c'est mon nom. Donc, tout ça faisait que ça mettait un espèce de climat qui était, en plus des problématiques de quartier et tout ça et tout, qui était compliqué à gérer. Donc ça veut dire même sur le deuxième album, quand tu le prépares, c'est tendu autour de toi. C'est toujours tendu. Toujours. Et pourtant, en général, t'es signé chez Barclay Universal à ce moment-là. Je quitte Nouvelle Donne. Important de dire ça. Je quitte Nouvelle Donne et je signe en artiste chez Barclay. Directement. Il faut savoir que quand tu fais un album qui marche, en major, on te laisse faire ce que tu veux sur le suivant. Tu demandes ce que tu veux, on te le ramène. Pas forcément. Raconte-nous. Et ça dépend quelle musique tu fais. C'est-à-dire que je pense que dans le rap, surtout à cette époque-là, où tu avais une espèce d'imbrication très forte entre Skyrock et les labels de rap qui signaient des rappeurs, forcément, de manière implicite et tacite, tu as un format qui se crée.
C'est-à-dire qu'on cherche le morceau qui va pouvoir aller sur Skyrock. Ouais. Tu vois, on cherche ça. Il faut que ça fit, il faut que ça soit paramétré pour. Bien sûr. Et moi, les paramètres de Skyrock, ils sont très éloignés pour moi à l'époque de ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, tu dois composer un peu avec tout ça et tout. Je fais une première version de l'album où on part à New York. Moi, je me fais kiffer, je vais à New York. Moi, c'est de ça que je te parle. Ouais. C'est que tu veux aller à New York, tu peux. Ouais, c'est ça. Parce que l'album précédent a marché. C'est ça. C'est de ça que je te parle. Donc, je vais à New York et tout. Je me fais kiffer, première fois, tout truc et tout. Incroyable. Tu t'achètes une chaîne. Ouais, je m'achète une chaîne et tout. Trop bien et tout. Et on le fait mixer par un Quinry qui s'en bat les steaks. Ouais. Qui s'en bat les steaks, tu vois. Il comprend pas ce que tu dis. Il comprend pas et tout. Il est en mode Quinry. Il prend ses 1500 balles par titre. Ouais. Et voilà, quoi. Et puis, je reviens et je sens que l'album, il est pas comme je veux, tout ça et tout. Et donc, du coup, je refais tout. Ok. Je refais tout. Je garde certains trucs et tout. JM, il est démoralisé. Ce que je peux comprendre aujourd'hui avec le recul, tu vois. Il a des sons dedans, JM? Dans la première mouture, il en a beaucoup eu. Ouais, beaucoup. Mais du coup, quand tu refais, il est plus dedans? Si, il est dedans, mais moins. Très peu. Ouais, okay. Il est moins dedans. Ouais. Et puis moi, je suis, surtout à cette époque-là, je suis comme ça, je switch, quoi, tu vois. Après, je dis les choses aux gens. Ouais. Parce que j'aimais pas me cacher. Et après, tu croises les gens et ça fait des histoires. Ouais. Donc, j'avais déjà ce côté où les yeux dans les yeux, pleine tête, je vais te dire ce que j'ai envie. C'est mieux. Et mais compliqué quand même, tu vois. Ouais. Et puis voilà, et puis donc je fais ce disque-là et il marche pas du tout. Et je me rappelle, on fait l'écoute justement avec Sky et tout. Et ils disent, non, en gros, il est où le je pète les plombs, quoi. C'est ça que j'allais dire. C'est que moi... Mais il y en a qu'un, je pète les plombs, gros. Moi, j'écoute ton deuxième album et je me dis... Le mec, en fait, ce qui s'est passé sur le premier, il assume pas, il voulait pas ça. Ouais. C'est ça que je me dis. Ouais. Parce que quand j'écoute ton deuxième album, et notamment les singles, je crois que t'avais sorti Je suis gaze en premier. Ouais. Je me dis, ça n'a rien à voir. Mais après, quand tu sors le morceau avec Humphrey, moi, produit par Mehdi, qui repose en paix, j'ai l'impression que tu es heureux de faire ce morceau. Moi, travailler avec DJ Mehdi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, c'est ça, en fait, qu'il veut faire. Ouais. Mais ça, c'est pas Skyrock. Non. Donc, je me dis, son premier album, il a peut-être subi. C'est ça. Mais là, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Mais ça marche pas et il est chez Barclay. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Moi, c'est ça que je me dis à ce moment-là. Mais en fait, dès le départ, je me rappellerai toujours, c'était une écoute au studio Plus 30. Ouais. Où justement, J'adore ce studio. Elle est cuisinière incroyable. Ouais. On mangeait bien là-bas. J'ai senti l'envers du décor pendant 1 an et demi avant, j'avais tout niqué et j'étais celui qu'on voulait voir, truc et tout, Et là, je sentais que je confirmais pas le truc. Dès l'écoute de l'album? Dès l'écoute. Ah, tu sens. Il n'y a pas d'effervescence, il n'y a pas de truc. Ça veut dire, attends, qu'on soit bien clair pour les auditeurs. Quand tu dis l'écoute, ça veut dire l'écoute journaliste. Ouais. La maison de disques fait venir des journalistes dans le studio pour écouter l'album. Vous faites découvrir l'album aux journalistes. Ouais. Et donc, toi, tu sens déjà dans la pièce que les gens ne sont pas dingues de l'album. Ouais, je le sens. Et je sens après, dans le DA qui est là et le patron de la maison de disques et tout, je sens que dans leurs mots, c'est des gens plus âgés qui viennent d'un autre milieu et tout. Donc, même si tu captes pas toutes les subtilités parce que t'es jeune, mais tu sens que le climat, il est pas à l'euphorie. Ouais. Donc, tu sens que... Et donc, moi, j'ai déjà fait 2 versions de l'album et je me retrouve à... Est-ce que là, je vais encore changer parce que ça correspond pas ou est-ce que je vais aller au bout de mon truc? Et c'est là où... Je veux pas faire le mec, mais où... à ce moment-là, j'ai dit, moi, je vais pas rentrer dans ce jeu-là de faire ce qu'on attend de moi. Okay. Et tant pis, je vais porter ma croix. Je ne me le dis pas comme ça à l'époque, mais je sais que le choix, il est comme ça. C'est comme ça que je le sens. Tu vas rester sur cette version. Voilà, je vais rester sur ça et merlich, ça marche pas. Voilà. Ça marche pas, mais il y a un morceau dedans où t'es avec plein de rappeurs. Je crois que c'était Enda, 91 Enda, un truc comme ça. J'ai adoré ce morceau, moi, au passage. Ah, merci, ouais. Donc, voilà. Et... ça fait que derrière ça, tu vas bosser sur un label avec plein d'artistes, donc Fuck That, voilà, qui va vous amener jusqu'à sortir des maxis des différents artistes et amener jusqu'à l'album du crew et tout ça. Moi, à ce moment-là, je suis encore en train de me dire, mais j'adore les morceaux que j'entends, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut d'ici, en fait? Qu'est-ce qu'il veut faire? Toutes ces sorties, elles sont différentes. Ouais. Je comprends pas, en fait. Ouais. C'est-à-dire, le premier album, ton deuxième album, est-ce que tu fais avec Fuck That? Tout n'a rien à voir. Ouais. Dans la foulée, tu sors un album pour le Sénégal. Ouais, que j'avais enregistré avant
En fait, juste après l'enregistrement du premier album Poisson Rouge, je suis parti au Sénégal. Et j'ai sorti un premier album qui s'appelait Santi Yalla, que j'ai sorti vraiment dans les conditions comme un artiste du Sénégal. En cassette, vendu au marché Sandaga et tout, 8 titres, tout ça et tout. C'était un kiff de... Et ça a cartonné là-bas. Et après, j'en ai fait un deuxième. Et du coup, vu que c'était des cassettes de 8 titres, je me suis dit, je vais compiler les deux et faire un album qui s'appelle L'itinéraire d'un enfant bronzé, qui est sorti en France. C'est vrai que ça allait dans tous les sens. Mais voilà, moi, je suis perdu. Je voyais tout ça en même temps. Je comprends pas. Je dis, mais finalement, il est à l'aise dans quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là? Dans tous ces projets-là, s'il devait choisir un projet, dire, vas-y, je continue là-dedans, c'est lequel? Mais c'est impossible pour moi à cette époque-là de choisir. Et après, je ne veux pas rentrer dans de la psychologie, mais le fait d'être métisse, déjà, c'est compliqué. Et en plus, j'ai grandi qu'avec ma mère. Donc, tu vois... Donc, ta mère est blanche. Blanche, ouais. Et donc, du coup, ce rapport à la musique sénégalaise, je l'ai appris sur le tard. Mais ça m'a transpercé, tu vois, parce que c'est un autre rapport à la musique. Et donc, forcément, en tant que musicien, ça m'inspire et j'ai envie de le faire, tu vois. En fait, c'est que des espèces de coups de cœur pour des choses. Quand je fais Fuck That, pour moi, je suis Jay-Z. Tu vois, je produis ces Rock a fait là, je produis des artistes, il y a des MC trop forts dans mon quartier. J'ai envie, t'as Eloquence, t'as tout ça qui a commencé en même temps que moi. Enfin, que des tueurs, tu vois. Dayen, 13 Lafreux, Apotrache, que des découpeurs, tu vois. Je me dis, vas-y, je peux faire ça. Moi, j'ai kiffé cette période-là. Ouais, c'était cool. Vraiment. Ça kickait de ouf. C'était cool. Et voilà. Mais je me dis, je comprends pas. Je savais plus où t'en étais. Et surtout, il y a un truc qui avait disparu. C'était l'humour. Ouais. Ah ouais, pour moi, l'humour, c'était synonyme de problème. Explique ça. Parce que Je pète les plombs, c'était un énorme tube. Mais qui avait été, du coup, trop loin dans la popularité ou dans l'effet populaire qu'il avait et qui m'avait transformé en guignol. On pouvait me voir comme un guignol. Et moi, je suis pas un guignol. Donc, du coup, il fallait que je corrige le tir. En fait, j'avais comme un trauma de ça, parce que c'est pas comme aux États-Unis où on respecte la réussite, tu vois. On respecte le truc. Et puis, en France, c'est pas pareil. Et puis, surtout à cette époque-là, tu vois, c'est la compétition. Si on peut tirer dans les pattes, on tire dans les pattes, tu vois. Clair. Donc, je devais conjuguer un petit peu avec tout ça. Et j'essayais à chaque fois de corriger le tir. Ce qui était une erreur. Avec le recul, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je fais absolument ce que je veux comme je veux. Mais je trouve que tu perdais des gens, en fait, à chaque fois. En changeant, tu perdais des gens. Bien sûr. Mais bon, fidèle à toi-même, tu vas être amené à bosser sur un autre album. Et c'est l'album où tu m'as envoyé en premier single, Inspecteur d'ici. Et là, je me dis, l'humour est revenu. Sauf que... Attends, je suis un ouf parce que... J'en parlais avec mon ami Germain et tout, qui me disait qu'il avait pas aimé ce titre-là parce que, en gros, c'était mal vu dans le milieu hip-hop d'être un keuf. Tu vois, c'était compliqué. Mais moi, c'était vraiment moi, j'étais un keuf du hip-hop, tu vois. J'ai arrêté les mecs qui ont des boîtes à rythme et qui sont pas homologués. C'était vraiment moi, je trouve, tu vois. Et puis le morceau, il était fort parce qu'en plus, j'avais fait un remix avec Street Fabulous, qui était dingue. C'était les Belges, C'était Steken que j'avais repris de... Stick up. C'est qui? C'est Fat Boys qui faisait ça? Il y a tellement de gens qui l'ont repris ça. Ouais, Metal Man Redman aussi, il l'avait fait. Il y a plein de gens qui ont repris ça. C'est vrai. Même Fouchniken, c'était partout. Et du coup, quand je fais ce morceau-là, je sais qu'il est trop efficace, c'est un banger, surtout la version de Street Fabulous et tout. Mais voilà, il y a ce côté dans l'humour et tout. Et après, j'ai commencé à lâcher prise. Je me suis dit, vas-y, de toute façon, tu vois. Donc, t'es reparti d'un truc plus sérieux. Je suis reparti là-dedans. Il y a le single Jeune de banlieue. Ouais. Voilà. Il y a Jeune de banlieue. Et l'album, il s'appelait Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue. Et je m'étais dit, je vais faire un focus sur le storytelling parce que c'est ce que je sais faire. Et vas-y, je vais montrer. Comment ça se passe sur cet album? J'ai l'impression qu'il retrouve un peu de succès, non? Il retrouve du succès, mais la vérité, c'est un succès qui est assez politique. Parce qu'on est en pleine émeute de quartier, par rapport à Zied et Bouna. Et moi, je fais plein de sorties en télé qui vont pas. Et je gagne la victoire de la musique. Ça y est, j'avais encore croisé les skis, je m'étais encore pris les pieds dans le tapis et j'étais l'antéchrist du rap, le vendu. Mais pour revenir à cette période-là, déjà, moi, je te vois aux Victoires de la musique, tu interprètes Jeune de banlieue, tu fais venir Diams et Soprano qui sont pas sur le morceau à la base, qui viennent faire des couplets et tout. Et moi, j'aime bien cette démarche. Moi, je la trouve cool. Maintenant, comme tu parles aussi de tes sorties télé à ce moment-là, si je me rappelle bien, il y avait la sortie
c'était l'émission avec Joe Star et Ekwe. Ouais, il y avait eu Ardisson avant. Il y avait Ardisson aussi, quand t'es allé pour un livre. C'est pour un livre, ouais. C'était Zemmour. Non, le livre, c'était après, je crois. Ah, ça, c'est une autre fois. Le livre, c'était pour après, ouais. Donc là, c'était pour ton album. Ouais. Ok. Ouais. Et comment ça se fait que ça se passe jamais bien? Parce que, avant de dire que c'est la faute des autres et tout, je pense que moi, je suis pas préparé pour aborder certains sujets, aller en télé. Ok. Mais surtout, au-delà de dire que moi, je suis pas préparé, le respect que l'on porte à ces questions-là dans l'espace médiatique, c'est du non-respect, en fait. Parce qu'on demande à un rappeur de s'exprimer sur des sujets de société où tu dois avoir des dimensions en sociologie, en politique, en histoire et tout truc. Alors que, t'as vu, c'est des sujets sérieux, tu vois. Donc pourquoi on demande à un rappeur? Ça montre que des gens comme Ardisson et tout, ils s'en battent les steaks, tu vois. Ils veulent juste faire de l'audimat, avoir un clash, truc, tu vois. Et toi, moi, je tombe dans le panneau. Toi, ça te dérangeait pas d'être là-bas parce que t'as un album dehors, donc t'es censé parler de musique, de ton album, et te retrouver à parler de banlieue, de trucs. Ça te dérangeait pas, ça? Bah si, ça me dérangeait, mais c'est là où aussi il y a justement l'accompagnement en maison de disques qui n'est pas bien fait, parce que les services promo des maisons de disques à l'époque doivent soit me prévenir moi, bien sûr, ou alors dire aux journalistes, ok, This Is y vient, mais This Is, c'est pas un politicien, il parle de musique, donc vous lui parlez que de musique. Mais vu qu'il y a, surtout à cette époque-là, la télé, c'est un pouvoir de fou. Il y a quand même Internet, mais c'est pas aussi puissant qu'aujourd'hui. À ce moment-là, la télé, c'est vraiment devant, mais donc, loin devant. Donc, l'intérêt d'un directeur promo en maison de disques, c'est moi, je veux qu'on voit mon artiste en télé. Dans tous les cas, que ça se passe bien ou pas bien, et on va parler de lui, donc on va vendre des disques, on l'a vu. Sauf que c'est moi qu'on envoie à l'abattoir. Donc, c'est compliqué. C'est clair. Et voilà. Ok. Donc, cette période-là, t'en sors comment, en fait? Parce que finalement, tu vois... J'en sors complètement détruit. Ok. Ouais, complètement au bout du bout, en dépression, enfin, tout. Et en plus, j'ai des histoires avec des mecs de chez moi qui veulent me faire et tout, c'est la continuité de Poisson Rouge? Ouais, c'est vraiment... Bah ouais, parce qu'en plus... Parce que là, il y a plusieurs projets plus tard. Ah ouais, c'est-à-dire que continue. Quand je sors les histoires extraordinaires jeunes de banlieue, l'album dont on parle qui sort justement au mois d'octobre, un petit peu, peut-être 3, 4, 5 jours après l'affaire Ziedebouna, les émeutes et tout. Juste avant, j'avais écrit le tube de Yannick Noah Métis. Ouais. Et j'avais le premier rôle dans l'essai de copie de 8 Mile. Ouais, dans tes rêves. Dans tes rêves. Tu sais que j'ai failli jouer dedans. Ah ouais? Ouais. Ok. Il m'est arrivé une dinguerie. Ah ouais? Bah, raconte. Bah ouais, attends. Alors, il faut savoir que ce film est réalisé par Denis Thibault. Ouais. C'est lui qui a fait mon premier clip en major. Pardonne-moi. Ok. Donc, on a un lien assez spécial. Et un jour, il me contacte et il me dit, Driver, j'ai un rôle pour toi. Ok. Faut que tu viennes faire des essais. Donc, je viens. Il me donne un texte. Je rentre chez moi à l'apprendre. Je reviens. Je joue. Il me filme. Et il est très content de ce que je fais. Il me dit, voilà, je dois la montrer au producteur. Je lui montre demain, on te rappelle. Mais je suis confiant. Ok. J'étais content. Je rentre chez moi. Il m'appelle le jour même. Je me dis, ça allait vite. Il me dit, dinguerie, le micro n'était pas branché. Faut que tu reviennes enregistrer. Ok. Ça me met en panique totale. Ok. Je me dis, je ferai jamais aussi bien. Donc, je reviens le lendemain et je fais pas mieux. C'est même nul ce que j'ai fait. Ok. Et du coup, il me dit, je vais te défendre. Et finalement, le producteur a dit, moi, je crois que ce que je vois là, c'est pas bon. Ah, mais... Et j'ai pas été pris. Ah là là. Et c'était pour jouer quel rôle? Le rôle du mec qui travaille dans le théâtre. Ah oui, je vois. Tu vois? Je vois. Voilà. Ok. J'ai une scène avec Béatrice Dalle. Ouais. Que j'aurais jamais faite. C'était la petite anecdote. Ok. Ouais, bah, cool. Voilà. Donc, ça, c'est donc la période où t'es. Voilà. Il y a Yannick Noah Métis dans tes rêves, le film. Ouais, c'est trop. Pour certains mecs, ils disent, ouais, ça y est, il est plein aux as, on va se le faire. Ok. Et c'est la même époque justement des sorties en télé, de tout ça et tout. C'est la pire période de ma life. Ah ouais? Ouais, c'est l'enfer. C'est dingue. C'est l'enfer. Tu vois, après, c'est normal, mais moi, je suis à l'extérieur de tout ça. Moi, je me disais, il est en train de se refaire. Et toi, tu me dis que c'était la pire période de ta vie. Alors que moi, mon intention au départ, c'était de me refaire. C'était bon, de toute façon. Mais tu sais que de loin, c'est ce qu'on voit. Hein. Ouais. Alors, je suis pas au courant, moi, de toutes les histoires qu'il y a en interne. Bien sûr. Mais moi, je me dis, le mec, inspecteur d'ici, ça a tourné. Ouais. Il prend une victoire de la musique. Il est dans le cinéma. Ouais. Machin. Ouais. Moi, je me dis, il est de retour, le mec. Mais c'était mal vu à l'époque. Déjà, d'écrire pour Yannick Noah, c'était mal vu.
Parce que c'était la variété. Tu l'as ressenti, ça? Ouais, mais même en le faisant, je le savais. Mais je me disais, mais moi, Yannick Noah, c'est un champion. C'est-à-dire que je l'ai vu gagner Roland Garros. Bien sûr. J'étais petit, tu vois un Renoir avec des locks. Ouais. Gagner Roland Garros. Et puis j'ai vu ses interviews et tout, c'est un champion. Donc Bien si sûr. je peux écrire pour Yannick Noah en tant que Tismé ou peu importe, je suis trop content, tu vois. Mais c'était pas bien vu à l'époque. Et bon, après... Moi, je l'ai vu comme toi, en tout cas. Ouais. Donc du coup, on moi je vois pas beaucoup à être comme ça. C'est vrai. Ouais. Mais moi, je me dis, putain, il est de retour. Ah ouais, il est chaud, tout. Ouais. Et au final, tu me dis, c'était la pire période de ta vie. C'était trop dur. Donc tu me dis, tu fais une dépression, tout ça. Qu'est-ce qui se passe après? Après ça, donc après les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue, l'album que j'ai sorti après, c'est This Is the End. C'est genre, c'est le fruit de la dépression. C'est ça. Tu vois, c'est genre, vas-y, j'arrête. Ça m'a dégoûté, tout m'a écœuré et tout, les histoires des mecs et tout. Comme j'avais pas les infos que tu viens de nous dire, me donner, moi je comprends pas pourquoi tu veux arrêter à ce moment-là. Parce que je me dis, le mec, il vient de se refaire, il veut arrêter. Ouais. Je voulais arrêter et en plus je voulais faire, j'ai dit du rock, mais c'était pas tout à fait du rock. En gros, je me suis dit, j'ai connu le rap, je devais avoir, avec l'émission Rapline et tout, je devais avoir peut-être 13-14 ans. Mais à cette époque-là, on va dire 1 an ou 2 ans avant, je m'étais pris la même gifle et même une gifle encore plus grande, le jeune adolescent que j'étais, avec l'émission Les Enfants du Rock. Et j'avais vu Prince, Michael Jackson, George Michael, Madonna. Ça m'avait frappé autant, mais c'était tellement disproportionné que je m'étais pas dit, je peux devenir Prince, je peux devenir truc et tout. Là, quand c'était Rapline, c'est des mecs en bas d'un bâtiment, je dis, ça ressemble, là j'ai le droit. Sauf qu'avec toute la carrière que j'avais commencé et tout, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu me dire la même chose. J'aurais pu être inspiré par... Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais changer de braquet. Et je vais m'inspirer d'autres choses. Je vais essayer de faire autre chose. Ok. Et là, c'était encore du n'importe quoi. Mais avant ça, tu fais l'album This Is the End. Ouais. Justement, je vous donne mon dernier album de rap. Après, je vais faire autre chose. Je voulais vraiment arrêter. Voilà. Moi, j'ai été à ton concert d'adieu. Je crois que c'était à Maroquinerie. Ouais. Ah ouais. J'étais là. Ça m'a touché. T'as fini en larmes, tout ça, je me rappelle. Je me disais, c'est pas... Il y a plein de rappeurs, ils disent qu'ils arrêtent, après ils reviennent vite, tout ça. Moi, quand je t'ai vu pleurer, je me suis dit, le mec, il est sérieux. C'est sérieux ce qu'il dit et tout. Honnêtement, quand je te dis ça m'a touché, c'est parce que moi-même, étant artiste aussi, je me mettais aussi à ta place, mais je me disais, c'est un gâchis quand même. Parce que t'as touché des choses que beaucoup d'artistes auraient rêvé de toucher et tu t'en vas. Ouais. Parce que l'envers du décor, c'était pire que les... Ça vaut pas tout ça. C'était plus gros que les belles choses. Moi, j'ai pas envie de qu'on menace mes enfants, de marcher avec un calibre et tout. Je suis pas du tout un mec comme ça, mais je suis devenu comme ça pour me protéger. Tu vois, ça vaut pas le coup, en fait, tu vois. Ça vaut pas le coup. Puis je m'inquiétais pour les miens, je m'inquiétais pour ma mère. Il y a un mec juste dans le bâtiment d'à côté de chez moi qui s'était pris une rafale de fusil à pompe qui a fini 3-4 mois dans le coma. C'est un mec qui me ressemblait. Donc, tu vois, c'est la vraie vie, quoi. C'est les vrais problèmes, tu vois. Ça. Et donc, du coup, j'ai dit, j'arrête. Ok. J'arrête mais j'arrête pas la musique parce que j'aime trop la musique. Voilà. Donc, tu décides de faire un groupe qui s'appelle Rouge à Lèvres, c'est ça? Non, ça, c'est j'ai rendez-vous chez Barclay. Ouais. Et quand j'arrive dans le bureau de mon DA, il écoute Rouge à Lèvres. Et j'entends un mec qui rappe sur de la funk et je me dis, c'est qui ce mec-là? Et c'était Grums. Ouais. Et il était trop flow, trop à l'aise, trop chaud. J'avais jamais entendu ça. Hein. J'avais jamais entendu ça. Ni aux États-Unis, ni je sais pas quoi. C'était pas tout à fait du grime. C'était juste trop chaud. Et en gros, lui, il rappait un peu sur de la French touch, tu vois, des trucs un peu. Et j'ai dit, c'est trop fort. Et je lui dis, tu les connais et tout. J'aime tout. Tu sais, je suis trop un musicien, moi. J'aime trop la musique, j'ai des coups de cœur. Donc, je dis, tu le connais et tout. Il me dit, ils m'ont envoyé ça et tout. Je dis, je suis trop chaud de poser dessus. Et le DA, il est trop étonné, tu vois. Je sais pas, t'es D6, qu'est-ce que tu vas calculer, un truc et tout. Mais moi, il n'y a pas de ça, en fait. C'est juste qu'il est trop chaud. Je me sens pas moins chaud que lui. Je me sens pas plus chaud que lui. Donc, au contraire, j'ai envie de... Et donc, il l'appelle. Grums, il dit, il peut venir. Là, je suis en studio ce soir dans tel endroit et tout. Et c'est vraiment l'underground, tu vois. C'est Grums qui m'a montré MySpace à l'époque. Ok. Tu vois, il était déjà connecté dans des trucs. Il avait déjà de l'avance sur plein de trucs, tu vois. Et voilà, on a posé et c'était trop bien. Et du coup, j'ai intégré Rouge à Lèvres. On a fait un projet en commun. Ok. On est parti l'enregistrer à Londres et tout. Enfin, c'était du n'importe quoi. Ok. Et c'était du...
moi, je lui ai apporté ça. C'est-à-dire que lui, il était très méthodique dans son truc et tout. Moi, j'étais un MC qui s'était tapé des 10-15 ans de trucs où t'arrives en studio, tu fais 3 morceaux d'un coup. Du coup, il avait la pression. Tu vois, moi, j'écrivais que des 16. Boum, 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 boum. Je lui mettais dedans à chaque fois. Et lui, il a pris ça. Tu vois, moi, j'ai pris beaucoup de trucs de lui dans... justement, aller chercher à d'autres endroits, s'intéresser à d'autres trucs et tout. Être précurseur dans la manière de faire la musique. Mais dans le rendement, j'étais trop chaud. Et Peter Punk, c'est quoi? Explique-moi. Peter Punk, c'est une espèce de DC's est mort, j'arrête, mais j'aime trop la musique, je vais me réinventer. J'ai pu le faire une fois, je vais le faire une autre fois. Je l'ai fait au Sénégal, parce que quand j'ai sorti mon album, c'était sous le nom de Sering by Gay. Ça a marché. Vas-y, je vais changer mon identité. Et David Bowie, il a fait je sais pas combien de trucs où il changeait de trucs et tout. Vas-y, de toute façon, je m'en fous, c'est comme ça que je le sens, tu vois. Puis à l'époque, j'étais très... En gros, j'avais décidé un truc. Personne n'allait t'empêcher d'aller au bout. Tu vois. Voilà. Et puis, j'avais pas peur du ridicule. De toute façon, j'avais plus rien à perdre, tu vois. Donc, du coup, j'ai laissé pousser mes cheveux et je ressemblais à Lionel Richie. C'était vraiment ridicule. Mais c'était cool. Lionel Richie. Mais moi, il y a. Toute cette période-là, en fait, elle n'est pas arrivée jusqu'à mes oreilles. Sauf un morceau. C'était Je suis un beau gosse. Ah oui, mais ça, c'était sur Les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue. Pareil, ça, j'ai une anecdote de ouf. Ah ouais, ça, c'était déjà sur ce... Ah ouais, ce titre-là, c'était... La vérité, c'était un tube comme Je pète les plombs. Ouais, il reprenait le truc de Rick James quand même, c'est amer, tout ça. Je l'avais fait exprès, je m'étais inspiré du morceau de... C'est le manager de Fujis qui a créé ce groupe-là et qui a demandé de rajouter cette personne-là à ce groupe-là. C'était un groupe un peu hip-hop, ils étaient 3. Black Eyed Peas. Voilà. Okay. Ils avaient fait un morceau avec... Comment s'appelle la chanteuse dans Fergie. Voilà, elle avait fait un morceau justement qui s'appelait... Fergalicious ou un truc comme ça. Fergalicious. Voilà. Et moi, une reprise de JJ Fed, un groupe produit par Dr. Dre and NWA. Aïe, Driver! Non, attention. Mais bon. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais reprendre Rick James, un peu avec ces sonorités-là, très Miami bass. Toi, tu parles de My Humps. My Humps. Voilà, c'est ça. C'est pas Fergalicious. Voilà, c'est ça. Bien vu. C'est Black Eyed Peas. Et du coup, j'avais dit, Rick James, tout truc, boum, 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 vas-y, moi, je vais faire le remix je vais faire Ultra Beau Gosse dessus. Laisse tomber, c'était trop chaud, ça marchait et tout. Le son, il était rentré sur Fun Radio, qu'il le tabassait et ça marchait. Il y avait déjà Internet et tout truc. Il y avait... Je me rappelle, la maison de disque a été étonnée. Il y avait peut-être une quinzaine ou une vingtaine de gens qui avaient fait leur propre clip de ce morceau-là. Ah ouais. Donc, le morceau, il était déjà en radio, il était truc et tout. Moi, je dis à l'époque à mon DA, je dis, bon, vas-y, donnez-moi un budget, je vais faire un méchant clip de ouf. Et je vois, il m'envoie un budget, une crotte de nez, il m'envoie, je sais pas, 10 000 balles ou 15 000 balles. Moi, à l'époque, j'avais pas de management, j'avais pas des gens chauds comme aujourd'hui. Du coup, je me suis braqué, je me suis vexé et on n'a rien fait. Mais du coup, je me suis tiré dans les pattes. Parce que ce morceau-là, il pouvait tout niquer. C'est vrai. Mais bon. C'est la vie. Revenons donc à cette période où tu fais Peter Punk. T'as des retours du milieu hip-hop, toi? Parce que cette période-là, franchement, c'était dans un monde parallèle. Moi. J'ai rien entendu. Je savais, j'ai entendu, oui, d'ici, il fait une autre musique et tout, mais je sais pas, en fait. Mais toi, t'as eu des retours? Moi, j'avais pas, tu sais, dans le milieu hip-hop, moi, je me suis rapidement, de moi-même ou indirectement écarté de ce milieu-là. Tu voyais plus personne à ce moment-là? Je voyais plus personne. En plus, c'est un milieu qui est très compétitif, donc, en tout cas à l'époque, donc très faux. Parce que c'est plein de... On veut ta place. Ouais, c'est plein de... Ouais, t'es trop chaud, truc, nanana, et puis ça fait des miniques pour des featuring, des trucs. Alors que moi, je suis pas comme ça. Si je kiffe ce que tu fais, j'y vais, tu vois. Et voilà, et ça faisait blinde. Il y avait trop de fausses manières, et moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et du coup, je me suis écarté de ce milieu-là. Peut-être que Solar, il a dû vivre ça aussi. Ouais, je pense. Tu vois, il était un peu considéré comme le mec, tu fais trop le poète. Très tôt. Tu fais trop ci, tu fais trop ça, et tout truc. Donc, du coup... j'étais... Il a créé sa niche, ses gens, en fait. C'est son entourage. C'est ça. Et il était avec. C'est ça. Ce qu'il fallait. Mais j'avais quand même des gens que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, comme Saïd, Soprano, tout ça et tout, qui sont des gens, tu vois, qui sont vrais quelque part. Et ouverts. Et du coup, j'avais pas de retour. Mais je savais, venant de cette musique-là, que de toute façon, ça allait être pris comme du n'importe quoi. Mais moi, j'étais inspiré par Outkast, par André 3000, par toutes ces propositions complètement... Qui faisaient ce qu'ils voulaient. Tu vois. Et puis surtout, j'avais tellement conscience de cette culture-là, plus que des mecs qui rappaient et qui étaient en mode New York, truc et tout, qui connaissaient rien à rien. Moi, j'avais lu le livre Can't Stop, Won't Stop de Jeff Chang, où tu vois les premières pochettes de Dr. Dre où il habille avec des permanents, des trucs et tout. Je disais, mais en fait, t'as vu, on peut faire ce qu'on veut en vrai. Mais bon.
complicado. Mais tu t'en foutais. C'est ça le truc. En vrai, t'as un nouvel état d'esprit à ce moment-là. Ouais, je m'en foutais et par rapport à ce que j'avais vécu, vraiment les problèmes perso compliqués et tout truc, très très dur, où tu t'inquiètes vraiment pour ta vie, la vie de tes enfants et tout, et que j'étais seul, parce que j'avais plus mon quartier, j'avais plus rien et tout. Ouais. En fait, j'avais déménagé depuis longtemps. Non, même pas, j'habitais toujours là. Ah ouais? Ah ouais, j'habitais toujours là. Parce que ma mère habitait là, parce que ma belle famille habitait là, parce que truc et tout. Ouais. Donc j'étais là. Mais pourquoi? Parce que tu te mets en danger, là. Mais c'est encore du déterminisme. Tu quittes pas le quartier, tu vas pas balancer au keuf, tout ça. C'est des trucs inscrits c'est le niveau 0 de la réflexion, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Okay. Et du coup, j'avais plus peur. J'étais, je pense, considéré comme un mec un peu ouf, un peu cringe, un peu bizarre. Bah, vas-y, j'en danse le rôle à fond et je fais ce que j'ai envie de faire. Je vois. Très bien. Donc là, il y a toute une période où DC's n'est plus dans le rap, il a arrêté, tout ça. Et un jour, je reçois un coup de fil. De toi. Ouais. Et tu me dis, ouais, je reviens. Ouais. Et je me rappelle, tu voulais faire des freestyles. Ouais. Avant ton projet. Ouais. Et tu me disais, ouais, ce serait bien qu'on fasse un morceau. Ouais. Bon, on l'a jamais fait. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais l'information, c'était que tu revenais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Avec tout ce que tu viens de me raconter là, en vérité, t'es bien en dehors de tout ça. Ouais. Pourquoi tu reviens à ce moment-là? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais repris des études entre-temps. Je m'étais dit, bon, de toute façon, je vais arrêter, je vais faire des études, je suis pas trop con, je vais apprendre, tout ça et tout. Aussi parce que je m'étais fait humilier en télé. Je voulais plus que ça m'arrive. Donc, j'ai repris des études aussi pour ça, pour avoir un niveau et tout ça et tout. Et donc, j'ai passé mon bac, j'ai commencé une licence de droit, mais j'avais plus de sous. J'avais vraiment plus de sous. J'avais des dettes, c'était très, 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 très compliqué. Ah ouais. Et je me rappelle, j'étais vraiment au fond du trou et je fais un concert dans une sombre ville de banlieue et je vois 2 gars qui viennent me voir à la fin du concert et qui me disent, tu te rends pas compte, ta musique, ce qu'elle m'a apporté, tout ça et tout truc. Maintenant, je fais des études, c'est grâce à toi, baladi balada. Et je dis, vous faites quoi comme études? Et il y en a un qui me dit, ouais, je suis à Sciences Po Paris, et l'autre qui fait des grosses études de droit et tout. Et moi, ça me faisait énormément de bien que, bon, bah, dans tout ça, j'avais quand même, ma musique, elle avait quand même pu, tu vois, donc je dis, et puis moi aussi, je faisais des études et tout, donc ça m'a énormément touché. Et puis, j'avais des grosses dettes sur ma boîte et tout, et je dis à l'un des deux plus tard et tout, parce qu'on reste en contact, je dis, ouais, est-ce que tu pourrais m'aider sur ça? Je te paye et tout. Il me dit, c'est quoi et tout? Et je dis, bah voilà, j'ai des problèmes avec l'URSSAF, tout ça et tout truc et tout. Et il me dit, vas-y, je m'en occupe. Et il s'avère que ce mec-là, il travaille à la Cour des comptes, il vérifiait les comptes de campagne. Et c'est un mec qui venait de Melun, Rebeu et tout ça, truc et tout. Il s'appelle Mourad Batik, pour les gens qui connaissent. Il est avocat maintenant au barreau de Paris. C'est lui qui est dans les émissions de comment il s'appelle, Cyril Hanouna et tout le truc et tout. Ok, c'est dingue ce que c'est. Ouais, c'est ouf. Et donc, du coup, j'ai fait un bout de chemin avec lui. Il a repris ma boîte, il a tout cleané. Et me sentant plus fort parce qu'entouré de quelqu'un qui s'y connaît. Donc quoi, c'est important. Voilà. Ah ouais, c'est extrêmement important. Je dis, bon, bah, je vais peut-être refaire un disque, mais je vais le faire en indé, dans mon coin. Je vais revenir au rap parce que j'en avais envie. Et surtout, j'avais encore de la force. Je savais que je pouvais encore rapper et tout ça, truc et tout. Donc ça t'a manqué quand même. Ouais, ça m'a manqué de fou. Ah ouais, ça m'a trop manqué. Ça me manquait trop. J'entendais des nouveaux trucs qui sortaient. T'avais Kanye West qui était complètement en feu. Je me disais, waouh, putain. Et j'entendais les instrus, et j'avais des trucs qui venaient et tout ça et tout. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais le faire. Mais pour moi, jamais ça aurait remarché. Vraiment, c'était pour toi, ton corps demandait ça. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait en indé, je vais prendre un peu de bif. Et c'était même pas pour aller signer en maison de disque et reprendre des sous et tout. C'est juste, je vais le faire en indé, tout ça et tout. Et ça a cartonné. J'ai sorti le EP Lucide. Voilà. Donc, bien préciser que ce EP-là, il est sorti en indé. Voilà. En indé avec Musicast et Idol. Et de ce que tu viens de m'expliquer à l'instant, ça veut dire que quand t'es parti faire tes autres musiques, ça t'a pas rapporté spécialement d'argent. Non, bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Peter Punk, c'est dans le ventre du crocodile, j'ai dû en vendre peut-être la première semaine, j'ai dû faire, je sais pas, 200 ou 300 copies. C'était vraiment les fans de fou ou les gens qui ont pas compris, qui ont dû croire que c'était l'album de quelqu'un d'autre, qui se sont trompés quand j'étais celui-là. Donc là, tu reviens, après des années, tu reviens et tu sors un EP en indé qui marche. Ouais, je rentre premier devant Madonna. C'est un truc de fou. Ouais, c'est une dinguerie. Chez Musicast. Ouais, c'est une dinguerie. Contre Madonna chez Warner. Ouais, c'était n'importe quoi. C'est ouf. En plus, c'était à l'époque le top iTunes, tout ça et tout truc et tout. On commençait à s'intéresser à ça et tout. Comment tu le vis là?
C'est ton retour. Comme tu dis, tu le fais juste pour toi et le truc, ça devient... J'étais très, très, très émotif. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En une journée, j'ai les 3 plus gros patrons de toutes les majors qui m'appellent en direct. Ah ouais. Tout le monde veut te signer. Ouais, je refais un buzz comme j'avais fait avant. À l'époque de Je pète les plombs, bête de bombe, tout ça. Ouais. C'est fou. Ouais. Et du coup... Mais du coup, c'est plus comme avant. Maintenant, j'ai Mourad avec moi. Donc, voilà. Tu vois, tu bombes le torse au rendez-vous. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que je laisse faire. Ok, tout simplement. Je laisse faire. Je suis quand même vigilant parce que lui, il connaît pas le milieu de la musique. Moi, je connais. Donc, je suis derrière et tout. Et puis, je laisse. Et puis, voilà. Et c'est Def Jam qui va remporter la signature. Ouais. Et toi, au moment où tu lances Lucide, t'as déjà dans ta tête la vision pour la trilogie. Tu sais que tu vas faire 3 EP ou pas? Non. Ok. Non. C'est à partir de Lucide que je me dis, ok, je vais décliner ce EP là. Ouais. Je vais l'état d'esprit dans lequel je suis, les bouquins que je lis, la personne que je suis, forte de tout ce qui s'est passé. Je vais emmener mon disque et ma carrière et mon propos à cet endroit-là. Ouais. Non, très bien. Derrière, donc, tu sors... Extra-Lucide et Translucide en dernier. Ok. Je suis déçu à la sortie d'Extra-Lucide. Pourquoi? Parce que je m'attendais à ce que ça marche beaucoup plus que ça. Ah, au final, le premier, Lucide a plus marché que... Non, il a pas plus marché, mais pour moi, le fait de signer en major, d'avoir la grosse machine, la grosse artillerie et tout, le gap, il devait être beaucoup plus chaud. Et pas du tout. Ouais, au final, c'était pareil. Ouais. Ok. Ouais. Et donc là, je comprends que, ok, ce modèle-là, il est caduque. Tu vois, le côté Planète Rap, patati, patata, truc et tout, être en playlist et tout truc. Ça n'a pas d'effet sur moi, en tout cas. Ok. Donc, t'étais revenu en playlist sur Skyrock avec ce projet? Ok. Ouais. Et je me dis, c'est fini. Je passerai plus par là. Et maintenant, je commence à me dire que je vais faire mon bail. Donc après cette trilogie, tu quittes Def Jam? Ouais. Ok. Je quitte Def Jam. Je retourne chez Musicast et je fais l'album Rap Machine. Ouais. Qui marchote. Ok. Tu vois, qui marchote. Qu'est-ce que j'ai fait après Rap Machine? Ouais, je m'en rappelle plus. Je vais te dire ça tout de suite. Je suis un ouf. Ah, mais non, mais je suis un ouf. Après, je retourne et je signe chez... Pacifique. Voilà, je signe chez Polydor. Ouais. Avec d'autres ambitions. Quand tu signes chez Polydor, tu signes en direct ou tu mets ta boîte? Non, je signe en direct. Ok. Je signe en direct, mais en me disant, là, maintenant, je vais vraiment aller au bout de ce que je veux faire, musicalement. Faut plus me parler de rap ou de trucs. Je vais commencer vraiment je cherche mon son. Parce que je vois que Stromae, il avait son son et tout. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis longtemps, mais j'ai pas ce talent de compositeur, de producteur. J'ai des idées de mélodie, j'ai des idées de son. Je peux dire, tu peux jouer telle mélodie, telle texture. J'ai toutes ces données-là, mais le faire, j'ai pas cette science-là. Mais je cherche. Donc, je fais un peu moi-même. Pacifique, je demande des morceaux, je pose. Après, je demande des remixes des morceaux, je demande les pistes des remixes et je compose avec tout ça. Je mélange les pistes. Je travaille avec Charles sur les effets de voix et tout pour avoir mon propre truc. Je cherche. Donc, t'es en train de me dire que tu crées des morceaux à partir de tes voix, en fait, d'abord. Ouais. T'enregistres tes voix. C'est ça. Et en fait, t'habilles tes voix après. C'est ça. Ok. C'est ça. Et je compose et je mélange. C'est tout le contraire de ce que tu faisais au début de ta carrière. Ouais. Ok. Mais on sent que c'est encore brouillon, que je cherche. Puis c'est très fourni. Il y a encore les 3-4 morceaux rap parce que je me dis, il faut que je rappe, truc et tout. C'est encore quelque chose de... Mais tu te diriges vers le chant. Tu prends un gros virage déjà sur ce projet-là. Ouais. Que j'avais déjà entamé sur Peter Punk. Et je me rappelle à quel point c'est dur quand tu viens d'un milieu et tout. Quand j'étais en studio, le simple fait de m'entendre chanter, j'étais mal à l'aise. Ok. Parce que tu viens du rap, donc il y a tout ce rapport à la virilité, au truc, je sais pas quoi. On va te juger. Comment ça, tu chantes, t'es chelou et tout, t'es un fragile ou quoi. Tu vois, tous ces trucs-là qui font que tu t'empêches d'être toi-même, tu vois. Tu te limites. Alors que Sam Cooke, il chantait, c'était loin d'être un fragile, tu vois. Mais bon, c'était compliqué, mais je me dis, bon, vas-y, de toute façon... T'es sûr de ce que tu veux faire. Ouais, et je suis pas suivi par le label. Ils comprennent pas, c'est trop compliqué ce que je fais. En plus, j'avais signé un contrat où j'étais en artiste, mais j'avais les clés parce que j'avais la prod exé, j'avais tout, donc je faisais tout. Tu vois. Voilà. Et c'était compliqué. Ils ont pas réussi à travailler ta musique? Non, ils ont pas compris la proposition artistique. Elle correspondait pas à soit ce qu'on attendait et tout, alors qu'elle était
quand même un peu en avance sur pas mal de trucs, tu vois. C'est clair. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Quand on voit là où je suis aujourd'hui, je suis trop content. Donc, du coup, après ce projet Pacifique, tu quittes Polydor ou tu fais... Non, il me restait un projet. Ok. En fait, il me restait 2 projets. Ouais. J'avais signé pour 3 albums. Ouais. Donc, je fais This Is Zilla. Ouais. Après, This Is Zilla, c'est le... Mais tu vas encore plus dans cette direction. This Is Zilla, c'est un album de rupture. C'est-à-dire que c'est vraiment un pétage de plomb dans le sens où je suis trop atteint par le fait que Pacifique n'ait pas été compris, alors que je sais que ma proposition, elle est trop pertinente. Je le sais. Et du coup, je suis très, très atteint par ça. Et en plus, dans ma vie personnelle, ma mère, elle a un cancer et tout. Ça fait trop de trucs. Et This Is Zilla, je le fais je l'enregistre en 1 mois, en studio. Je fais l'inverse de Pacifique. Sans revenir dessus, sans rien. Juste tu vois, tu te lâches. Je change le processus. Ok. Très bien. Et donc, tu quittes Polydor derrière ça. Tu feras pas le 3e album que tu leur dois. Ouais. Ok. Et tout ça, ça va. C'est important. Je quitte Polydor. Oui. C'est pas Polydor qui me dit... Non, parce que les gens, ils racontent c'est ça que j'allais dire. Sauf que dans la vraie vie... Dis-le bien. La vraie vie, j'ai même pas besoin de preuves ou je sais pas quoi et tout. Les gens qui racontent ça, tu vois, c'est moi qui pars. Et je paye. Parce que je leur devais des sous. Tu leur dois un album. Voilà. Bien sûr. Et je paye. Alors que j'ai pas de sous. Ça n'a pas marché. Donc, mais je trouve les sous. Et j'achète ma liberté. C'est fort. Et du coup, tu te mets dans ton coin, tu fais ton truc et tu bosseras sur ce nouvel album qui est sorti récemment. Qui s'appelle L'Amour. L'Amour. Où moi, personnellement, je trouve que ça, c'est l'aboutissement de tes 2-3 derniers albums. C'est ça. Ouais. Tu vois, quand tu me dis que sur Pacifique, tu te cherchais, tu te prenais les pistes des gens, je trouve que tu as réussi. Ouais. Là, ça y est, t'es arrivé à ce truc que tu voulais. C'est ça. Et moi, le morceau avec Damso, je te dis la vérité, hein. Je l'entends dans des soirées hip-hop. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est cool. Alors que il peut passer ailleurs aussi. Ouais. Et aujourd'hui, on est quand même à un moment du hip-hop où ça y est, ça s'est élargi, le public est prêt à écouter plein de choses. Tu vois, il n'y a pas qu'un seul type de rap et tout. Ouais. Et moi, je l'entends. Ouais, et je me dis, il est de retour, il est revenu. Qu'on le veuille ou non, il est revenu à la base. Ouais. Et ça, c'est cool. Mais en même temps, moi, quand j'écoute cet album, je te sens heureux. Ah ouais, de fou. Tu vois, comme ce que je t'ai dit sur le morceau avec Humphrey, que je me disais, ok, j'ai l'impression que il est heureux là-dedans. C'est ça. Ok, moi, j'aimais beaucoup Je pète les plombs. C'est pas Je pète les plombs, mais je le sens heureux là-dedans. Ben moi, quand j'écoute ton dernier projet, je te sens content. Je te sens heureux. Je suis content parce que déjà, c'est l'album le plus dur que j'ai eu à faire parce que j'ai mis 3 ou 4 ans à faire ce disque-là. Ah ouais. Je reviens de très loin parce que la finalité de l'album, comment il sonne, si on écoute les premiers sons, c'était pas comme ça se cherchait encore, il y avait des belles choses, il y avait des beaux textes, il y avait tout ça et tout, mais c'était pas comme ça. Et ça, c'est l'apport de Lucas V. C'est la personne avec qui j'ai fait ce disque-là, qui est juste un génie à l'époque, quand je commence à travailler avec lui, il a 22 ans. Ouais. Et cette espèce de fusion qu'on fait lui et moi, et qui après agrège d'autres gens, Germain, enfin, tout ça, ça fait que je suis enfin dans l'écosystème dans lequel j'ai toujours voulu être, où tout le monde est exigeant. Voilà, t'as ton équipe, t'es sûr de ton équipe. C'est ça. Quand quelqu'un parle, c'est pas pour rien, tu peux l'écouter. C'est ça. Et surtout, les gens qui parlent au poste auquel ils sont trop chauds. Voilà, tu peux pas, important. Tu vois, Lucas V, quand il te parle de son, de mix, de trucs et tout, qu'est-ce que tu veux dire, tu vois? Et dans le business, pareil, dans le management, dans la stratégie, et surtout, c'est pas que, parce que là, c'est décrit de manière caricaturale, mais tout le monde connaît la musique. Ouais, mais c'est. Tu vois, tu dis ça, on dirait que t'as dit un truc normal. Ouais. Mais c'est pas le cas. Surtout en France, en tout cas. Ouais. Moi, je dommage, vois, c'est ça que ça devrait être. Des fois, tu vas en studio, tu croises des rappeurs. Il y a des mecs, c'est des rouleurs de joints. Il y a des mecs, c'est des joueurs de PlayStation. Mais ils viennent avec leur PlayStation, la ramènent dans le studio, alors que c'est pas fait pour ça, le studio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, des fois, ça participe à l'ambiance. Ça peut créer un truc, mais MC, ça le met bien. Il se dit, bon, si ça plaît aux gens qui sont dans cette salle-là avec moi dans le studio, ça va plaire aux gens qui sont dehors. C'est une autre démarche. Oui, mais quand même, il y a des moments où tu peux avoir des doutes et t'as besoin de gens qui connaissent la musique à ce moment-là pour te dire, tu fais fausse route ou pas. Ouais, ça, c'est sûr. Le mec qui joue à la PlayStation ou qui roule des joints, c'est pas le mec qui va te donner de bons conseils à ce moment-là. Et c'est pour ça que quand tu dis tous les gens qui sont avec moi, ils connaissent la musique, ça a l'air simple,
Mais ça ne l'est pas. Non, t'as raison, c'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est bien. En tout cas, moi, je suis super content de ce qui se passe autour de ce dernier projet qui a l'air de fonctionner. Ouais, de fou. Voilà. J'ai refait disque d'or en 4 mois, ça m'est jamais arrivé. On était premier au top single avec le titre avec Damso pendant je sais pas combien de temps. Mm-hmm. Le truc, il va être le morceau va être disque de diamant. Il est, je crois, disque de diamant. Enfin, je sais que c'est dur de prendre du recul sur soi-même, mais toi, comment t'expliques que dans ta carrière, tu puisses cartonner un moment, être dans un trou au niveau des chiffres à un moment, recartonner? Quel est ton public en fait? Est-ce que c'est les mêmes gens qui s'absentent et qui reviennent? Est-ce que à des moments tu touches différentes personnes? Tu peux expliquer ça? Moi, je pense que j'ai une base fan qui me suit depuis très longtemps, donc depuis mes débuts, qui a grandi avec moi, qui doit avoir à peu près mon âge. Ok. Mais je pense qu'à chaque projet majeur, donc on va dire Poisson Rouge, et puis on va dire l'histoire extraordinaire de banlieue, Lucide, Pacifique et L'amour, c'est agrégé à chaque fois un nouveau public qui ne connaissait pas le D6 d'avant, juste il avait tel âge à ce moment-là, ça l'a touché à ce moment-là dans sa vie. Et donc, il y a des gens pour qui Lucide, Extra Lucide, c'est leurs albums de chevet. Et ils ont pas trop kiffé Pacifique, tu vois. Ils ont pas trop truc. Et puis, t'as des gens qui me kiffent depuis longtemps. Et tu vois, là, L'amour, moi, j'étais très étonné, tu vois. J'ai un public sur L'amour, la majeure partie du public, il a entre 20 et 25, 27 ans, tu vois. Mais c'est fou. C'est des gens qui n'ont pas mon âge, tu vois. Comment tu touches ces réseaux-là, en fait? Moi, c'est ça qui me choque. Déjà, je le cherche pas. Moi, quand je suis en studio, je me dis pas, faut que ce morceau, il plaise à des jeunes. Déjà, ça me gênerait parce que si j'ai 44 ans, donc si je fais des morceaux et je me dis, ça doit plaire à une petite de 20 ans, c'est bizarre. C'est que le truc, il est bizarre, tu vois. Moi, ma fille, elle a 17 ans et tout. Enfin, voilà, c'est compliqué. Donc, moi, je parle de mes névroses d'adultes, tout ça et tout. Après, ça touche les jeunes. Ça touche les jeunes. Aussi parce que ça parle d'amour. Aussi parce qu'il y a l'apport de Lucas dans la musicalité et tout. Même si moi, l'album, il sonne quand même très pop, très funk, très chanson française. Donc, c'est des références que moi, j'ai. Mais, comme tu le disais tout à l'heure, on a eu une époque où tout ça c'est... Les cartes, elles ont été redistribuées, clair, tu vois. Avec Internet, t'écoutes de tout. Tu passes de tel morceau à tel morceau. Puis, c'est TikTok qui dicte ce qui marche pas à certains niveaux et dans certaines dimensions culturelles, tu vois. Mais... c'est plus comme avant où, justement, ce que je te disais tout à l'heure sur le format caduc. Moi, j'avais compris depuis longtemps que ce format, il était caduc et que Internet, c'est la désintermédiation. Donc, c'est toi directement avec l'auditeur. Pourquoi je vais m'embarrasser de qui ou quoi de tel format? C'est vrai. Tu vois? Je suis d'accord avec ça. Voilà. J'aimerais qu'on parle un peu de cinéma. Comment t'es rentré dedans? Je sais qu'il y a eu une histoire de court-métrage au début avec Solo. Solo, c'est ça qu'on a reçu ici. Si tu peux m'expliquer comment tu te retrouves dans le cinéma. Justement, c'était où? Qui m'a appelé pour ça? Je sais plus qui m'a appelé. Je crois que c'est Solo qui m'a appelé. Il avait écrit un court-métrage avec David Tessier, qui s'appelait La Cheport. Et qui était produit par Mathieu Kassovitz, le court-métrage. Donc moi, j'entends Kassovitz, je dis oui. Normal. Il n'y a pas de... Tu vois. Et voilà, et donc je joue dans ce... Après, j'interprétais déjà des rôles dans mes clips. C'est ce que j'allais dire, il t'appelle par rapport à quoi? Je crois que c'est par rapport à Je pète les plombs, mais je sais pas si c'est exactement au même moment, c'est peut-être 1 an et demi ou 2 ans après. Tu vois. Mais il t'a vu dans tes clips. Non, c'est peut-être 1 an après, en fait. Donc, tu vois. C'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours... entre aimer et pouvoir jouer... Il y a des mondes quand même. Pareil, quand on voyait Redman, tout ça, tu vois, qu'il y avait ce côté-là un peu dans le rap à un moment où tu pouvais te mettre dans la peau d'un personnage, faire un truc et tout. Et je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Je t'ai même mis dans la peau de Bustaflex. Ah ouais, exactement, dans le morceau. Pour première classe 2. Je me rappelle. Il avait cartonné ce morceau aussi. Il avait bien tourné. Et j'ai toujours eu un rapport au cinéma quand j'étais petit. Pareil, quand j'avais mes sous à Noël, j'allais au cinéma tout seul. Déjà, j'étais chelou. Qui va au cinéma tout seul, gros? Mais gros, t'as le dernier Eddie Murphy qui sort, les gens ils veulent pas y aller. Moi j'ai envie de voir Eddie Murphy, donc je vais aller au cinéma, tu vois. Où t'as Hit, t'as un truc et tout. Moi j'aime trop l'art, tu vois. Donc je m'en fous qu'on pense que je suis chelou. Je vais aller au cinéma. Je te rassure, je vais au cinéma tout seul aussi. Il est bon. C'est ça. Donc du coup t'es appelé pour ce court-métrage, tu joues dedans. Et après, on m'appelle pour... Il y a l'avant-première du court-métrage. À cette avant-première, t'as Denis Thibault, je crois.
qui cherche le rôle principal pour le film Dans tes rêves. Okay. Et donc, il me prend, il me propose. Et là, il y a une spirale où tu commences à être appelé. Et je me souviens t'avoir vu à cette époque-là, à l'époque où tu étais dans le cinéma, il y a un moment où tu as fait une pause. Ouais. Où tu me disais qu'on te proposait toujours les mêmes rôles. Ouais. Et que tu voulais plus ces rôles-là. Ouais, c'était des rôles un peu caricaturaux de mec de cité, un peu mignon et qui va serrer une meuf de la rive gauche. Ouais. Ça m'intéressait pas trop, tu vois. Ouais. Et puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, donc le morceau Yannick Noah il sort, l'histoire extra d'un jeune de banlieue, la victoire de la musique et le film. Ouais. Donc c'est cette espèce de mise en lumière d'un coup à tous les niveaux qui m'avait amené des problèmes avec des mecs de chez moi et tout. En fait, quand j'ai fermé la porte, que j'ai dit j'arrête la musique, j'ai arrêté le cinéma, j'ai appelé mon agent, j'ai dit j'arrête tout. Ok. J'ai tout arrêté, alors que j'étais dans le plus gros agent, j'étais dans la plus grosse boîte et tout. Ah ouais, mais toi... T'es radical. Toi. Bah ouais. Fallait protéger la tribu. Non, je peux comprendre. Ouais. Et les livres, la littérature, pareil. C'est quelque chose que t'as fait. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à écrire ton premier livre? En fait, tu vois, je fonctionne par coup de cœur. Donc quand le truc de Grums où j'ai entendu et j'ai dit ah ouais, je veux faire ça. Bah, pareil, quand j'avais 12 ans et que j'ai lu un premier bouquin, je me suis dit je sais qu'un jour je vais écrire parce que ça m'a tellement frappé. La puissance d'un livre, je me suis dit j'aimerais bien m'essayer à cette puissance-là et moi aussi. Et j'ai écrit. Et puis surtout, il y avait aussi ce côté, surtout à l'époque, j'étais très dans le pourquoi pas moi. Ouais. Pourquoi moi je peux pas écrire un roman. Ouais. Pourquoi en fait? Parce que j'ai pas grandi là et j'avais beaucoup ce côté-là un peu, tu vois, rapport de classe, revanchard et tout. J'étais beaucoup là-dedans, tu vois. Okay. Et je savais à chaque fois que ça allait être dur et tout. Mais c'est pas parce que tu te dis ça que t'as forcément l'étoffe. Surtout sur mon premier, où je disais ça, mais au fond de moi, j'étais pétrifié parce que la littérature, il y a pas de musique derrière pour que ça passe bien, tu vois. C'est un texte sur une feuille blanche. Avec du recul, tu penses quoi de ton premier livre aujourd'hui? Je suis d'accord avec l'analyse de Zemmour pour le coup sur mon premier roman, où c'est quand même extrêmement, c'est très appliqué, c'est très scolaire, tu vois. Je suis d'accord sur cette analyse-là. Ouais. Sur tout le reste, je suis pas d'accord avec lui. Et c'est pour ça que sur le second, il est de meilleure facture parce que là, je m'en battais les couilles, tu vois. Donc, j'ai écrit vraiment... Ok. Et il est beaucoup plus intense et plus fort, le second roman. Tu peux donner les titres, on sait jamais si quelqu'un va aller le chercher. Le premier, c'est Les Derniers de la rue Ponty. Et le second, c'est René. Ok. Voilà. Très bien. Et au moment où on fait ce podcast, t'es dans un film qui s'appelle La Cour des Miracles. Que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Merci. Et moi, il y a un truc, je vais pas spoiler le film, mais moi, il y a un truc dedans où c'est une question qui me taraudait, c'est il y a un petit rappel à ta carrière de rappeur dans le film, et je me demande si on est venu te chercher. Pour ça. T'as pas fait le casting. On est venu te chercher pour le film. Oui, ça sera, le rôle, il est pour toi. Et du coup, comme on a This, on va mettre un petit rappel, il va faire le rappeur à un moment, ou alors à la base c'était déjà écrit comme ça et c'était pas obligatoirement toi qui aurais dû avoir ce rôle ou quoi? Moi je devais pas avoir ce rôle. Ce rôle il a été écrit pour un autre MC. Par respect, je dirais pas qui parce que je sais pas pourquoi il a pas été pris ou donc c'était vraiment écrit. Il devait être rappeur aussi. Okay. En gros, la volonté des réalisateurs Karine May et Hakim Zouani, c'était de parler de quotidien de professeurs, donc de parler de l'école, mais à travers le quotidien des professeurs. C'était venir dans la salle des profs et voir ce qui se passe avec les problématiques d'abandon des fonctions publiques, tout ça et tout. Et donc dans leur itinéraire, en tout cas dans leur scénario, il y avait un rappeur un peu aigri qui avait eu vite fait un petit succès, mais assez en surface, et qui s'était mis par dépit dans la fonction publique et qui avait passé les concours de prof et tout ça. C'était ça le rôle à la base. Et je trouvais ça intéressant parce que justement, pourquoi moi j'ai trouvé ça intéressant de faire ce film-là, c'est que j'allais jouer quelqu'un que je ne suis pas. Quelqu'un qui s'est arrêté dans la musique à une période, le rap c'était mieux avant, et tout ce qui s'est fait après, ce que moi j'ai jamais voulu être, tu vois. Et rap c'est mieux, wesh. Ouais, le rap c'est mieux, wesh. Tu vois. Et donc il fallait que je compose ce personnage-là, et c'est ça qui m'intéressait. Et là où ça a été encore plus intéressant, c'est qu'il fallait faire ce qu'on appelle la backstory du personnage, et donc créer ce morceau-là.
créer le morceau du personnage qui a fonctionné et tout. Et donc, il a fallu que je refasse un morceau comme à l'ancienne, qui sonne. Parce qu'il sonne à l'ancienne, de ouf. Du coup, ça m'a permis de refaire un morceau et un couplet de Peura. Ok. Bien découpant. C'est cool. Et justement, ce rôle que tu joues, ça me fait penser à une question. Toi, pendant ta période sombre, pendant ta période difficile, t'as pensé à aller chercher du travail, même peut-être que t'as travaillé pour gagner de l'argent? En fait, j'y ai pensé à un moment, mais c'est pour ça que j'ai repris mes études. Je m'étais dit, bon, je vais faire des études de droit et peut-être que je vais être avocat, peut-être que je vais faire de la politique, peut-être que, tu vois, je m'étais dit, bon, je vais essayer de... Tu voulais avoir un bagage quand même pour avoir le meilleur boulot possible à ce moment-là. C'est ça. Okay. Et après, je vivotais de petits concerts en petits concerts. À un moment, j'ai signé un contrat d'édition pour quand même rentrer un peu de sous et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais dans ma tête, c'était aussi, ça se trouve, il va falloir que tu retournes à l'intérim. Et j'étais prêt. Hein. T'étais prêt? Mais j'étais grave prêt. J'ai des enfants. Ouais. Moi, je dois remplir le frigo. C'est la priorité. J'ai pas de honte sur ces choses-là, tu vois. C'est la vie. Ma carrière, elle aurait pu ne pas fonctionner. Je te pose cette question, c'est pas stupide du tout. C'est parce que il y a beaucoup d'artistes qui sont pas prêts à faire ça. Mais moi, je me suis toujours dit que... C'est fort. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui y vont. Ouais, mais c'est la réalité. Moi, je me suis toujours dit que ça se trouve, ça ne fonctionnerait plus et que je serais peut-être... que je retournerais dans mon quartier, que je serais animateur de quartier, ou tu vois. Et c'est absolument pas la honte. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est absolument pas la honte de travailler et de s'en sortir, tu vois. Moi, je viens d'un milieu pauvre, donc le travail, c'est pas la honte. Très bien, j'aime ça. Le premier projet sur lequel tu as rappé, le projet avec JMD, tout ça, il est sorti à quelle année? Le premier, donc indépendant 91 13 13, je dirais en 95 ou 80... Non, 96, 97 peut-être. Ok, c'est quand même fou. On est en 2022, mec. Ouais. T'es toujours là. Ouais. Ça fonctionne. Là, ton dernier projet qui est sorti, il fonctionne. Il fonctionne même plus que mon premier album. Tu vois, il est certifié déjà disque. Tu m'as dit, tu l'as fait en 4 semaines. En 4 mois. 4 mois disque d'or. J'exagère, moi. C'est ça. 4 mois. Ouais. C'est complètement fou, cette longévité. Qu'est-ce qui te fait tenir selon toi? Et en plus, je regarde dans tes yeux, ça se voit, tu prépares d'autres choses. Tu veux encore faire. C'est pas genre, on s'arrête là. Non. C'est quoi? J'ai un label maintenant. Voilà. Tu vois, c'est un label, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait tourner d'ici? Je reviens sur le truc que j'ai vu hier de Kobe Bryant. C'est des trucs à la con, Instagram, là, où tu reçois, ils te mettent une musique, un violon et tout, c'est éclaté, tu vois. On n'a pas besoin du violon, c'est déjà fort ce qu'il dit. Pourquoi tu nous rajoutes? C'est comme dans les films, quand il y a la scène où tu dois pleurer, on te met des violons. Je pleure plus, du coup. Voilà. Tu vois? Bon. Et en fait, Kobe Bryant, il explique quoi? Il dit que, parce qu'on lui pose la question, mais comme la question que tu me poses, qu'est-ce qui fait que truc? Et il répond, c'est creux de dire ça, mais il dit, c'est l'amour. Ouais. Et il dit l'amour du basket. Ouais. Moi, je calcule pas le championnat, le truc et tout ça, ça vient après. Juste, j'aime encore aujourd'hui aller à l'entraînement, prendre une balle et la mettre dans un panier. Je suis passionné par ça. Et moi, je suis passionné de musique. Et je suis tellement passionné de musique que faire un label de manière sérieuse, aujourd'hui, pas comme j'essayais avec Fogdat et tout, là, c'est de manière sérieuse, en prenant les choses sérieusement, parce que c'est un business, c'est de la stratégie, c'est de la réflexion, c'est un point de vue culturel, c'est de la politique, c'est de la sociologie, c'est de la psychologie, c'est tout ça pour moi un label. Bien sûr. Quand tu le fais avec des gens qui sont animés de la même passion et qui ont aussi du talent à leur endroit, c'est trop bien en fait, parce que tu prends des artistes qui sont trop chauds. Je pense à Runa, je pense à Luther et d'autres qui arrivent derrière, qui ont le même âge que moi quand j'ai commencé, sauf que là ils sont pas entourés d'un label qui juste c'est une marque de plus. C'est des gens qui sont déter sur ta vie. C'est clair. Tu vois, nous on est déter sur la vie de nos artistes, tu vois. On prend tout en ligne de compte, tu vois. C'est bon, ça entend. Très bien. Voilà. On approche de la fin de cet entretien et nous on laisse jamais nos invités partir sans un cadeau. Ah ouais, ok. Donc j'ai un cadeau pour toi. Ah ok. Et j'aime bien les cadeaux. Moi. Le but c'est que tu l'ouvres et que tu expliques au micro ce que c'est pour les auditeurs. Ah là là, ça me touche déjà. Voilà. Ok, merci. Putain, je suis venu sans cadeau, moi. Non, mais personne, on vous demande pas de cadeau. On va attraper ça. En tout cas, c'est beau pour ceux qui voient pas. C'est un beau papier cadeau. Blanc. On est un spécialiste ici du papier oui. cadeau. Attends, j'ai 5 enfants. Tu crois que j'en fais pas des papiers cadeaux? Ah ouais. Tu sais que je l'ai même pas. Magnifique. J'avais peur que tu l'aies. Non, je l'ai même pas. C'est mon premier... Ah ouais, c'est ça, c'est mon premier vinyle.
avec ce que les gens veulent entendre, rempli de gros mots. Ouais. Excité, mon croûte-trou, tu vois. Et TDI Turbo D6 Injection. Voilà, t'en parlais. C'est sorti quand, ça? 1999. Incroyable. Ah bah franchement, merci beaucoup. Tu m'offres mon propre disque que je n'ai pas. Regarde, il y a écrit 60 francs, là. Tu vois. Des barres. Incroyable, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour toi, merci à toi pour ce partage de tout ton parcours. Non, avec plaisir. Et moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Continue toute ta vie. Pareil. Ok. Mais on se revoit. On est connectés maintenant. Il n'y a pas de problème. C'est cool. Allez. Merci, frérot. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver. Produit et réalisé par François Cusset. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Générique original, Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.